by the grace of Shaddam IV of House Corino, ascendant to the golden lion throne of Padisha, Emperor of the known universe, I stand before you as herald of the change. We're witnessed by members of the Imperial Court, representatives of the Spacing Guild, and a sister of the Bene Gesserit. The Emperor has spoken. House Atreides shall immediately take control of Arrakis and serve as its steward. Do you accept? We are House Atreides. There is no call we do not answer. There is no faith that we betray. The Emperor asks us to bring peace to Arrakis. House Atreides accepts! Atreides! 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 Your seal? So, it's done. It's done. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Can she be late for her cinema show? Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine. Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Parlez-vous, con de mime! Je suis un homme. Ah, personne n'est parfait. J'aime l'odeur du napalm mon petit matin. Vous avez de la pâte? Vous avez du sucre? Alors avec la pâte, vous faites une crêpe puis vous mettez du sucre dessus? La mère suce des queues en enfer. And I am the best film director in the world. Bonsoir tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de The Cinema Show sur Radio Campus Montpellier et en direct sur vidéo Twitch. Comme tous les mercredis. Sa nouvelle plateforme, vidéo Twitch. On dirait les années 90. Ouais, mais il fallait bien que. Twitch. Ça fait un moment que je n'étais pas revenue, il fallait bien que je bégaye. C'est bégaye, mon famille, c'est bégaye. Voilà, on est là quoi. Bon, comme tous les mercredis, je suis la bafouilleuse professionnelle sur cette radio. Mais on se retrouve surtout pour débriefer de l'actualité ciné en 1h30 tout pile. Enfin presque, ça dépend. Quand je dis on, je parle de mes chroniqueurs ce soir. Ils sont au nombre de 4. Et je vais vous demander de préparer vos meilleures blagues. Et on commence par toi, Hugo. Vas-y, anime-nous. Moi, il y a un film de cette semaine. Je peux dire que. Ah, ouais, il y a un film de cette semaine. Je peux vous dire que je l'ai avalé d'une traite. D'une traite. Oh, c'est dommage. Pas comme ça. Oh non. Pas comme ça. Gauthier, est-ce que tu veux nous faire oublier ce lapsus J'ai vraiment pas de l'esprit là. Alors là, ça me brise le cœur. Trop drôle, Gauthier. C'est peut-être que gênant, Simon, la surréaction, tu vois. Vraiment. Ouais. Florent, t'as trouvé un truc drôle? Ouais. Quelle actrice a l'air fatiguée? Ah, moi je sais. Moi je Nathalie, parce que Nathalie Baye. Allez. Oh, le silence de la profondeur. Tu sais pourquoi Léa, elle était chiante sur le tournage du dernier Xavier Dolan? Non. Parce que Léa, c'est tout. D'accord. Sinon, je vous propose qu'on fasse coupe. Non, c'est bon, ça ira. J'avais une vraie blague. Attends, on m'a coaché pour la faire en plus. Bon. Alors, est-ce que vous savez c'est quoi le pays des N majuscules? Je sais pas. Vous l'avez pas? Non. Bah, c'est le Groenland.
Ok, pas mal. C'est pas mal. Dédicace à Clémentine. Non, voilà. Mais c'est bien. Bon, sur ce, on fait coucou à la régie, qui sont sûrement beaucoup plus drôles que nous. On dit coucou à Lucas, Max et Yanis, et j'espère que vous êtes plus drôles qu'eux, s'il vous plaît. Bah alors qu'ils viennent ici s'ils sont plus drôles, et nous on va derrière. Mais avec grand plaisir. Allez. L'important c'était pas d'être drôle, c'est de parler cinéma, je crois. Enfin... Sur ce malaise. Qu'est-ce qu'il fait là, Théo? J'essaye de nager comme un poisson hors de ce malaise. Donc je vous rappelle, on a commencé par une petite scène de Denis Villeneuve avec son premier volet de Dune datant de 2021, puisque nous parlerons du coup de Dune deuxième partie tout à l'heure. Donc 3 films seront donc au programme. Dune deuxième partie, voilà, de Denis Villeneuve. De Denis, dis Denis. Denis? Non, dis Denis. Pourquoi? Il est canadien. Parce que c'est un mec. Ouais, mais j'ai pas dit Denise, j'ai dit Denis. Oui, mais il est francophone. Mais il est francophone. Il est canadien. D'accord. Francophone. Bah, puisque vous êtes raciste du S, il n'y a pas de souci. Denis Villeneuve. Moi, j'aime que les N, comme tu as pu le comprendre avec ma blague. Ouais, c'est pas grave. Mais tu n'aimes pas la haine. Ouh. Et là, on parle de cinéma, et là, Théo, il est content. Bon, 3 films sont au programme. Le fameux Dune de Denis Villeneuve, Black Tea d'Abderrahmane Sissako, j'ai pas bafouillé, et Madame de Sévigné d'Isabelle Brocard. Nous accueillerons également sur l'émission Ciné Campus. Il y aura également les recos de l'équipe et une carte blanche. Voilà, on aura aussi un petit quiz écrit et assuré par Florent. Merci Florent. Et comme d'habitude, on commence tout de suite avec les news préparées avec soin par Gauthier. Now, Buffalo's #1 news team. Good evening and welcome to Eyewitness News at 6. I'm Susan Ortega. And I'm Evan Baxter and here's what's making news. Comme chaque semaine, on commence les news avec un petit mercato. Tout d'abord, cette semaine, nous avons appris le retour d'un cinéaste hongkongais. Ce cinéaste, c'est Wong Kar-wai, le réalisateur d'In the Mood for Love, Les Anges Déçus ou encore Checking Express. Nous pouvons parler d'un retour puisque son dernier film, The Grandmaster, est sorti il y a plus de 10 ans. Selon Variety, ce nouveau projet devrait être financé par la maison de luxe Saint-Laurent. Ce n'est pas la première fois que cette maison participe à la création d'un film. Par exemple, en 2020, elle avait commandé un film à Gaspard Noé, et cela a donné le moyen métrage Lux Aeterna. Pour le moment, nous n'avons aucune information sur le synopsis de ce prochain film. Pour continuer, Pathé a dévoilé les premières images de son prochain blockbuster d'été. Après le semi-échec des Trois Mousquetaires l'année dernière, c'est au tour d'un autre roman d'Alexandre Dumas qui a droit à une relecture sur grand écran. En effet, ce lundi, nous avons eu droit à la première bande-annonce du Comte de Monte Cristo, réalisée par Alexandre de la Patelière et Mathieu Delaporte. Cette première bande-annonce épique semble promettre un grand voyage et, espérons-le, une bonne adaptation. La stratégie de Pathé de faire renaître des sagas littéraires fonctionnera-t-elle cette fois-ci? La réponse le 28 juin prochain. Est-ce que vous avez une réaction à partager autour de ces premières images et du retour de Wong Kar-wai? Déjà, faut arrêter avec les adaptations littéraires. Enfin, c'est pas possible. Ça nous rappelle juste des vestiges des cours de français. C'était ma parenthèse de dépressive. Wow. Non, mais c'est vrai. T'as été marqué par le Comte de Monte Cristo, c'est ça? Non, mais lui, ça passe encore. Je l'ai pas vu, t'as vu, mais. Il est pas sorti, donc. Voilà. Mais les autres, quoi. C'est pas pour clasher la princesse de Montpensier, la princesse de Clèves, Madame de Sévigné, par hasard. Oh, non, c'est pas du tout le même registre là pour le coup. Ouais, c'est vrai, mais il y a le côté littéraire, tu vois. Il faut pas me dire littéraire. Bref. Je trouve quand même que ça, visuellement, pour l'instant, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus travaillé que les Trois Mousquetaires. Bon, mais la bande-annonce des Trois Mousquetaires, je pense, elle donnait déjà cet effet-là. Hein. Ouais, non, la première. Pas. Ouais, je me souviens plus du tout de la première, mais je trouve quand même qu'il y a un peu plus de couleurs déjà, ce qui est pas mal. Après, il faut voir, parce que pour l'instant, on n'a rien vu, c'est juste un teaser, donc. Mais bon, peut-être ça peut être un peu mieux, mais je pense pas non plus que ça sera très très bien. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai un petit problème avec le choix de Pierre Ninet pour ce rôle. C'est alors j'aime bien Pierre Ninet, mais en fait j'ai du mal à le voir dans un rôle sérieux comme le Comte de Monte Cristo, qui est un homme qui veut se venger de plein de personnes. Je suis curieux de le voir, mais pourtant il a joué quand même dans des registres plus dramatiques. Oui, comme Un homme idéal et des trucs comme ça, mais je sais pas, là dans ma tête ça colle pas. Ouais. Bah, on verra, peut-être que je vais être surpris. Et Wong Kar-wai, bonne nouvelle, hein. Mais il me semble qu'il a développé une série récemment qui n'est pas encore visible. Non, il a fait une série qui est visible partout au monde, sauf en France. Ah d'accord, voilà. Vraiment, et on sait pas quand est-ce qu'elle sortira, on sait pas où elle sortira, mais voilà. Et il paraît que TF1+, je pense. Peut-être. Salto. Rip à son âme. Et oui, il paraît que la série reprend beaucoup de son esthétique des débuts des années 2000, Les Anges Déchus, tout comme ça. Ok. Pour continuer, il y a eu un petit scandale autour d'une attraction. Je te propose de nous en parler.
Après le succès en salle de Wonka, une exposition a été mise en place dans la ville de Glasgow en Écosse. Nommé Willy's Chocolate Experience, cet événement avait pour projet de plonger les visiteurs dans une expérience immersive dans l'univers de Willy Wonka. Mais en réalité, la visite n'était composée que d'un entrepôt vide, avec quelques décorations bon marché et peu d'activités pour les participants. Il y avait même des éléments. Qu'est-ce qu'il y a? On voit les images. Les images sur oui. T'inquiète. Très joli masque. Il y avait même des éléments ne faisant pas du tout partie de cet univers, dont un mystérieux personnage très sombre qui a terrorisé certains des enfants. Face à l'ampleur du mécontentement, la police a dû intervenir et fermer l'événement. Les organisateurs ont promis des remboursements. L'entrée coûtait aux alentours de 40 €. Ah ouais. Et le directeur s'est excusé publiquement. Et attention à la petite surprise, selon certaines rumeurs, un film serait déjà en préparation autour du personnage. J'ai vu ça. Qu'on a vu. On comprend plus rien. On vous excuse, Simon est en train de faire un petit AVC. Autour du mec. Tout va bien. Oui. Et attends. Le film, il se nommerait L'Inconnu et serait un méchant chocolatier qui vit dans des murs. Ah oui, d'accord. Alors. Ah oui, ça donne envie. Hein. Non, mais il y a un truc qu'il faut préciser, c'est que tout ce qui le lore autour de genre, que ce soit le lore ou tout le design autour de cette exposition, tout avait été fait par IA. C'est pour ça que c'est nul. Hein. Ah. Oui. Oui, pour vendre le projet, ils avaient fait plein de posters en IA. Même la description c'était tout en IA. Et du coup, il y en a, ils se sont dit, ah, ça a l'air bien quand même. Et au final, c'est ce que les scripts qui avaient été donnés aux acteurs, enfin tout le truc, genre le personnage avait été généré par IA et tout avait été fait avec de l'IA. Oh, mais c'est terrible. Mais c'est bizarre qu'il y ait déjà un projet de film. Enfin, je sais que d'habitude ça va assez vite les projets de film, mais là, déjà prévu, oui, je pense, parce que là, c'est arrivé quasi en même temps le buzz. Bon, bah, il y a un film. Allez. Ouais, mais le projet de film, c'est sur le personnage qui a été créé par IA. C'est sur le personnage que vous avez vu avec le masque. Qui n'existait pas avant. Il est pas dans le lore de Willy Wonka. En plus, il est moche, quoi. Enfin, on dirait que c'est un costume raté. Enfin... Attends, l'IA qui a créé cet événement, elle a été aussi créée par une IA à ce moment-là. C'est possible. Du coup, on peut s'attendre à un Winnie, les films d'horreur qui en ce moment pas terrible. Il a voulu dire Winnie the Pooh, mais après je vais pas réussir à le dire, du coup j'ai bégayé. Mais voilà, on a eu un film d'horreur Winnie l'ourson, bientôt on aura Mickey et Peter Pan, donc ça sera pareil, ça sera pas ouf. Ouais, sur cette déception mondiale, je vous propose qu'on finisse par parler des nouvelles de la Croisette. Nous avons eu des premières informations concernant le festival de Cannes. Tout d'abord, il a été dévoilé que le réalisateur Xavier Dolan sera le président du jury de la section Un certain regard. Le réalisateur, qui avait annoncé prendre sa retraite en tant que cinéaste, se dit être comblé par cet honneur, et plus encore que de faire des films, découvrir des talents d'autres cinéastes a toujours été capital dans mon parcours, tant personnel que professionnel. De plus, il a été communiqué que les films présents au festival seraient dévoilés le 11 avril prochain. Wow. Après le festival. Ouais, après. Surtout la date. Le 11 avril prochain. Cependant, Variety a dévoilé une sélection de plusieurs films pouvant faire partie de cet événement. Furiosa, le nouveau Clint Eastwood ou encore Megalopolis de Coppola. Joli. Ah, tu veux pas nous lancer sur le dessus, tu voulais qu'on rebondisse comme ça, c'est ça? Ouais, les films qui ont été potentiellement annoncés, en tout cas, ça a de la gueule. Ouais, et il y a des chances que ça y soit, je pense. Ouais. Et Xavier Dolan, depuis le début, c'est un habitué du festival. Du coup, on aurait pu se douter qu'un jour, il serait dans un des jurys. Je sais plus si la semaine dernière vous aviez parlé de la présidente du jury ou pas. J'ai complètement oublié dans les news. Greta Gerwig. Oui, Greta Gerwig, ça fait un moment. Ouais. Non, c'était juste pour le rappeler au cas où, parce que voilà, je suis premier sur les news d'il y a 6 mois. Bon, sur ce, je te remercie beaucoup pour ces news, Gauthier. Pour rappel, nous débattons de 3 films ce soir, Dune 2, Black Tea et Madame de Sévigné. Je vous propose une petite bande-annonce. It's breathtaking. When you see sand here, imagine water. If you dive in, you can't reach the bottom. You dive in? Yes, it's called swimming. I don't believe you. In the shadows of Arrakis lie many secrets. But the darkest of them all may remain. The end of House Atreides. My father didn't believe in revenge.
What if Paul Atreides were still alive? Have you ever had a dream about your first ride? Don't try to impress anyone. You're brave, we all know that. Be simple. Be direct. Nothing fancy. I understand. Nothing fancy. You will never lose me, Paul Atreides. We gave them something to hope for. That's not hope! May thy knife chip and shatter. Pour un petit rappel de l'histoire, dans Dune deuxième partie, Paul Atreides s'unit à Chani et aux Fremen pour mener la révolte contre ceux qui ont anéanti sa famille. Hanté par de sombres prémonitions, il se retrouve confronté au plus grand des dilemmes, choisir entre l'amour de sa vie et le destin de l'univers. On retrouve bien évidemment Zendaya dans le rôle de Chani, Timothée Chalamet dans le rôle de Paul Atreides et Rebecca Ferguson dans le rôle de Lady Jessica Atreides, Josh Brolin dans le rôle de Gurney Halleck. Alors, Hugo, j'ai bien cru comprendre que tu avais eu un petit coup de cœur pour Dune. Est-ce que tu veux nous en parler un peu ? Déjà, c'est pas Hugo qu'on a ce soir, c'est Timothée Chalamet lui-même avec son maillot de Saint-Étienne. C'est vrai, c'est très vrai. Non, bah moi en plus, j'avais pas tant kiffé le premier que ça à la sortie, donc j'attendais pas particulièrement. Et quand j'ai revu le premier, je me dis non, en vrai, j'ai très envie de voir le 2. Et franchement, j'ai passé un moment de ouf. Je trouve que c'est une histoire qui est déjà super intéressante. Parce que c'est un petit peu, bon, c'est pas complètement hyper subversif, mais c'est un petit peu opposé à ce qu'on pourrait attendre d'un blockbuster hollywoodien de suivre une histoire qui finit pas méga bien, sans trop spoiler. Et en plus, je trouve déjà visuellement c'est très beau, même si du coup il y a plus l'effet de surprise parce que le premier est déjà passé par là. Et moi je trouve que tout ce qui est niveau des foules et tout, ça a perdu un peu. Ah, parce que je trouve qu'il y a un plan au niveau des foules. Il y a moins de foule dans le film déjà. Non, mais il y a des foules, tu sais, dans l'arène, tout fait un peu effets spéciaux moins bons. Il y a peut-être, ouais, je sais, pourtant le film a été décalé, ils auraient peut-être pu le finaliser un peu. Mais... Vous avez plus d'argent. Oui, bon, c'est la Warner. Mais je voulais plus en donner. Je trouve, non, franchement, j'ai passé un moment de fou furieux. Je l'ai vu en IMAX et bon, ils ont dit qu'il était tourné intégralement en IMAX. C'est pas vrai. C'est un petit mensonge, mais je vais pas entrer dans les détails parce que c'est un peu compliqué. Ouh, il est colère. Regardez-le, il est colère. Non, je m'en fous, mais j'ai quand même parce que j'ai quand même passé un bon moment. Mais franchement, non, j'ai adoré Rebecca Ferguson. Je trouve qu'elle joue trop. Enfin, j'ai adoré son personnage, j'ai adoré son jeu et tout. Même Timothée Chalamet, au-delà du fait qu'il est pour Saint-Étienne, genre, je trouve pas que ce soit un acteur. Genre en tant qu'acteur, je l'ai jamais trouvé à fond, et là il y a une scène où il se donne à fond, mais c'est une scène, et même non, franchement je trouve que c'est hyper ambitieux et tout. Après je dirais pas sur ce que j'ai vu sur les réseaux, il y a des gens qui ont dit ouais c'est la meilleure suite depuis l'Empire contre-attaque et le Parrain 2. Je pense que c'est un peu tôt peut-être pour le dire. On verra peut-être dans 10-15 ans, mais franchement non, c'est hyper solide comme œuvre, et j'ai très hâte de voir le 3. D'autant plus que si ça s'éloigne de ce que j'ai compris du roman, on aura une histoire qui sera un peu plus originale, donc j'ai très envie de voir ça. Ok, bon. Moi, étant pas convaincu, je préfère vous donner la parole à vous autres. Toi, t'as dormi devant le 1 déjà, c'est ça ? Alors, non. Le premier, je l'ai pas vu. J'ai tenté. Ouais. Et au bout de 20 minutes, j'ai coupé et je me suis endormie au milieu du deuxième. C'est ça qui était. C'est une erreur parce que de toute façon, là, le 2, il faut avoir vu le 1 obligatoirement. Mais non, alors non, je suis désolée parce que ça m'a pas perdu.
Et c'est ça que je me suis dit, est-ce que c'est vraiment un si bon film si quand tu rates le premier, bah tu es pas perdu. Enfin, je me dis, bon, c'est quand même un ce peu serait plutôt gage de qualité à ce moment-là, c'est que le film se suffit pour lui-même. C'est vrai que ça dépend du point de vue. On peut dire aux gens d'aller lire un petit résumé quand même avant, s'ils n'ont pas vu le 2 ou si ça fait longtemps. Pas trop que ça, non. Ça peut aider. Super. À part me lyncher, personne ne me parlait. Si personne ne me parlait, j'y vais. Moi, je suis globalement déçu sur d'une partie 2, notamment par rapport au fait que c'est un film dont on entend beaucoup parler et beaucoup en bien. Quand je vois par exemple que sur Sens Critique, il a 8 de moyenne. C'est pareil sur les top box, il a une moyenne de folie. Tout le monde en parle comme le Messi. Non, ça sera pour la 3e partie. Parce que t'as la ref. Voilà. C'est très élitiste comme radio en fait, où pour vous comprendre, il faut avoir. Non, mais parce que c'est. Non, parce que même dans le 3e, ils disent le terme Messi. Oui, non, mais le 3e Dune, il s'appelle comme ça. J'ai voulu le tacler, même là, je rate. Super. Mais du coup, je suis super. Ouais, je suis un peu déçu, mais je me dis, le 1, ça avait été pareil. J'avais été déçu et finalement, je l'ai revu en salle et je l'ai revu ensuite plusieurs fois chez moi et j'ai appris à l'apprécier. Je trouvais que dans l'écriture et tout, il était assez incroyable. Mais là, j'ai peur que ça pêche. Moi, les 2 problèmes majeurs que je vois dans Dune, alors. Bon, je dis quand même, j'ai passé un bon moment et j'ai envie de le revoir, donc c'est quand même positif pour lui donner une seconde chance, mais c'est aussi parce que j'adore ces univers de science-fiction. Denis Villeneuve, j'aime beaucoup son travail, et puis il y a plein de petites choses qui sont incroyables, ne serait-ce que les objets et tout ce qu'ils inventent sur ça, tous les mécanismes et tout, je trouve ça fou. Mais mes 2 problèmes majeurs, c'est déjà qu'il y a des acteurs qui jouent à la limite, je suis à la limite d'un film, j'ai l'impression parodique ou c'est très kitsch en fait, c'est les répliques et tout, je trouve. Tu penses à Javier Bardem? Ouais, Javier Bardem encore, c'est un ressort comique du film. Donc à lui à la rigueur ça passe. J'ai quand même un problème parce que je pense pas que ça devrait l'être justement. Mais dans le 1 il est déjà un peu il y a déjà de l'humour qui émane de lui sans faire exprès. La première scène où on le présente, il crache et tout, tu vois, il y a déjà un côté comique et voilà. Moi c'est pas ça qui m'a le plus perturbé, mais moi c'est les personnages de Dave Bautista qui tuent tout le temps sans raison et qui balance des phrases c'est nul. Josh Brolin aussi, je trouve qu'il en fait des caisses, alors que dans la première partie je trouvais pas. Et mon deuxième gros problème, c'est qu'il y a des raccourcis scénaristiques du futur, mais du futur. Genre, je vais en énumérer quelques-uns. Comment ils savent sur la planète qui s'appelle Muad'Dib? Tout le monde sait qu'il s'appelle Muad'Dib, c'est son nom au personnage de Timothée Chalamet. Et ils ont fait quoi? Ils ont envoyé un mail général pour annoncer attention, il y a la venue du Muad'Dib. Javier Bardem, au début, il demande donc à Timothée Chalamet aussi d'aller de l'autre côté d'une montagne. Oui. Et ce truc-là est jamais résolu. C'est coupé, c'est en fait on sent trop qu'il y a plein de scènes coupées. Javier Bardem, il est blessé vers la moitié du film. Puis il va bien. Mais oui, mais surtout il est blessé. Mais pourquoi il est blessé? Parce qu'il y a une attaque, dans un truc. Mais lui, il était pas là-bas. En il fait, était avec les autres. Il est pas situé. Bah ouais, il était avec les autres en train de récupérer les ogives et tout. Donc il y a plein de il y a plein de raccourcis. Vas-y, finis. Mais, j'ai eu la même réaction que toi. Jonathan a eu la même réaction que toi, à me dire ah oui, c'est ça te sort du truc. Mais ces détails-là, oui, m'ont sorti du film, m'ont fait dire mais en fait il manque plein de choses. Il y a sûrement plein de scènes coupées et m'ont fait sortir du film. Donc si ça m'a fait sortir du film ces détails-là, c'est dur ensuite de me raccrocher, de vouloir vivre pleinement l'expérience, parce que moi j'avais envie de l'aimer ce film et vraiment envie de l'adorer. Et là c'est pas le cas malheureusement. Je comprends. Mais je m'interroge toujours sur ces questions-là d'incohérence ou de raccourcis scénaristiques, qui est souvent mis en avant sur les gros films, sur les grandes fresques et sur les gros blockbusters. Moi, j'avoue que ça m'a pas du tout choqué, pas du tout sorti du film. Moi, j'aurais bien repris 1 heure, 2 heures de film encore, mais pas. Moi aussi, pour remédier à ces problèmes. C'est pas un point négatif en disant ah bah non, mais il fallait que ça dure plus longtemps. Mais j'étais vraiment dedans et j'en voulais encore. J'aurais pris 3 heures de film s'il fallait, mais oui, j'étais vraiment à fond dedans. Et du coup, il y a forcément un peu une expérience de spectateur qui fait j'avoue que tout ça, je l'ai pas vu parce que l'univers marchait tellement bien sur moi, est tellement bien construit. Alors après, il y a toujours la question de est-ce que c'est fidèle au roman de base, etc. Franchement, je trouve qu'on s'en fiche, c'est une autre œuvre, donc on devrait pas s'en occuper. Mais en fait, c'est juste aussi le plaisir de voir
un blockbuster, peut-être que voilà, on le dit souvent pour les Villeneuve, c'était déjà le cas sur Blade Runner 2049, sur le premier Dune, mais merci d'avoir des blockbusters qui ont une ampleur qui est pas factice, qui ont une ampleur, qui ont des personnages qui s'inscrivent dans un univers qui est plus grand qu'eux et qui est plus important, et on a des vrais visuels et on a des vrais décors aussi. Purée, mais quel plaisir en fait de voir genre du désert. Moi j'étais genre dans le désert, j'étais en mode ben oui, j'avais des gueules sales. Javier Bardem, il est dégueulasse du début à la fin, et j'étais en mode mais oui Javier, mais oui, et je le trouve pas si ressort comique que ça, parce qu'il a vraiment quelque chose d'un peu touchant, d'un peu à abandonner complètement à lui, à Lisan Al-Gaib. Lui, il est vraiment en mode mais moi j'y crois à 100%, et même si c'est peut-être pas lui le Messie, eh ben en fait je vais quand même pousser et je vais quand même le suivre jusqu'au bout. Donc même au final il a un côté touchant et je le trouve pas si balourd. Mais ça je remets pas ça en cause, hein. Je trouve ça super intéressant, et d'ailleurs il commence à le mettre en place avec du coup Javier Bardem et quelques-uns de ses potes qui sont pour le Messie et d'autres qui sont un peu plus sur la retenue, et finalement ça se poursuit même pas dans le film. On n'a pas trop cette confrontation là. Après il reste plus que Zendaya qui croit pas à cette voie. On a quand même Josh Brolin qui compense petit peu. Josh Brolin, il lui montre sa bague, l'autre direct, ah bah c'est bon, je suis avec toi. Mais non, depuis le début, il lui dit bon bref, on va il est superflu quand même Josh Brolin dans le film, parce que je vois pas trop en quoi son personnage influence l'évolution de Paul en fait, parce qu'il s'influence déjà tout seul lui-même. Je vois pas trop l'intérêt du personnage de Josh Brolin en fait. Ouais. On t'entend pas trop, Gauthier, sur ce film. Non mais je vous écoutais parce que moi je suis sorti un peu mitigé du film, parce que en fait il y a oh là, je vais bégayer. Les scènes d'action, je les trouve vraiment réussies, vraiment impressionnantes. Les effets spéciaux sont pour une fois finalisés d'un blockbuster hollywoodien, ça fait plaisir. Mais je trouve que ça rame pas mal. Je trouve que sur 2h45, il doit y avoir 1h50 de chant contre chant où on filme pas on voit pas trop le décor. Et ouais, ok, c'est intéressant de voir des questionnements politiques, de voir des questionnements autour d'un messie, autour d'un prophète, d'un blockbuster comme ça. Mais je trouve que le rythme il est pas si bon que ça. Et comme tu as dit, Simon, il y a des ellipses qu'on comprend pas trop. Moi je trouve des petits problèmes de montage. Et pourtant, quand il veut faire du spectaculaire, il réussit. La scène où il chevauche pour la première fois un verre de sable, je la trouve vraiment réussie. Je trouve que la musique est réussie, la mise en scène est réussie. Il joue beaucoup avec les silhouettes des personnages. Ça, même au combat de fin contre Austin Butler, il joue avec ce clair-obscur entre les silhouettes des personnages et le soleil de l'extérieur. Je trouve que c'est vraiment beau ça. Mais voilà, je m'ennuie un peu, et c'est pour ça que je préfère le premier, où je trouve que c'est beaucoup plus maîtrisé, je trouve. Mais le premier, il y a tout le monde qui dit c'est une longue introduction, il se passe pas grand chose. Mais je trouve que le rythme est bon, je m'ennuie pas devant le premier. En plus, il se passe pas grand chose. Faut arrêter de dire qu'il se passe pas grand chose. À partir de 1h10, j'ai refait le test la 4e fois que je l'ai vu dans le premier. À partir de 1h10, il enchaîne les scènes d'action jusqu'à 2h30 de film. Vous prenez des avis polarisés pour appuyer votre argument. Les gens disent le premier c'est une hyper longue introduction, et les gens disent le deuxième c'est le meilleur de toute l'histoire des deuxièmes. C'est ce qui ressort. C'est ce qui ressort, c'est pas du tout ce qui ressort. Mais la majorité dit le premier c'est vraiment juste une longue introduction. Oui. Mais beaucoup de gens, c'est parce que c'est ce que vous avez voulu voir. La critique principale du film. Que c'est un long, enfin on bosse beaucoup les pièces. Ça se voit qu'ils ont essayé de remédier à ça du coup pour la deuxième partie. Mais encore une fois, Florent, moi j'ai rien contre toi, mec. Le film, ça fait plaisir. Le film, je l'ai quand même apprécié. J'ai envie de le revoir. Mais c'est vrai que t'as parlé d'une bonne séquence d'action là, effectivement. Mais par exemple, je vais pas spoiler, mais la séquence d'action de fin, elle est hors champ. Mais le climax de fin, t'as des plans spectaculaires, mais ça dure 2 minutes. Non, mais surtout, ils y arrivent trop facilement à faire ce qu'ils veulent faire, les gentils. Non, mais voilà, parce que il y a une ellipse pendant le climax. Je trouve ça un peu bizarrement fait. Ouais. Avant que vous spoiliez tout et que vous en veniez aux mains, je vous propose une petite tasse de thé pour vous elle nous interrompt direct, elle nous a interrompu. Mais là, non mais juste, si on fait un point général, on a quand même aimé. Et par rapport aux autres blockbusters hollywoodiens, c'est au-dessus largement. Voilà. C'est juste, on s'attendait encore. Juste très bizarre le moment où il se met à faire des chroniques sur Mediapart d'actu, mais là je l'ai pas. Parce qu'il s'appelle Usul. Oui, c'est vrai. Et Zendaya très bien dans le film, son personnage très bien.
D'accord, donc là, il y a 4 visages qui se sont tournés sur moi en une seconde. Le thé avec toi. D'accord, très bien. Bon, sur ce, je vous propose du coup de passer au film Black Tea. 喝茶在我们东方又叫做品茶，我们一杯茶可以用3口来喝。一品在静，静指的是环境；二品在味，三品在情，指的是情感。我未婚夫在结婚的腿前背叛了我。你好，艾雅。你好啊，小文。这味道好特别。我喜欢这个味道。我也是。我从你的眼睛可以看得出来，有人在爱着你，而这让你很幸福。接下来要跟你说的话，从来没有跟任何人说过。我不清楚我是不是有爱过你。他爸妈可能不能接受。我们要如何有更美好的未来？ Black Tea d'Abderrahmane Sissako, c'est très la honte à moi, voilà. Pour passer ça, on passe au synopsis tout de suite. Donc bon, l'histoire c'est que Aya, une jeune femme ivoirienne d'une trentaine d'années, dit non le jour de son mariage à la stupeur générale. Émigrée en Chine, elle travaille dans une boutique d'export de thé avec Kai, un Chinois de 45 ans. Aya et Kai tombent amoureux, mais leur histoire survivra-t-elle au tumulte de leur passé et aux préjugés? Grande question. Dans le rôle plus ou moins principal qu'on va suivre tout le long, c'est Nina Mello dans le rôle d'Aya. Il me semble que Gauthier, t'avais envie de te lancer sur ce film tout à l'heure. Ouais, même si c'est pas non plus... je suis pas ultra emballé par le film, je me suis un peu ennuyé. Et le film doit durer 1h50, mais en fait j'étais très en dehors du film. J'essayais de m'accrocher à plein de petits détails de la mise en scène et tout, mais je sais pas, j'arrivais pas à m'intéresser au personnage. Et pourtant... Le speech de base, j'aime bien qu'elle refuse tout ce qu'on lui dicte, elle refuse de se marier, elle quitte même son pays pour partir en Chine. Et pourtant, je sais pas. Il y a un truc qui cloche, et même au bout d'1 heure de film, on va dire qu'on change d'endroit, on change de pays. Enfin, non, on change pas, je sais même plus. Mais oui, si, on va au Cap-Vert. Ouais, voilà, c'est ça. Mais en fait, là, je comprenais même plus, je suivais plus trop. Mais t'as fait un petit somme ou pas non, mais en fait, j'ai même pas fait un petit somme, c'est juste que j'ai vraiment décroché et j'ai essayé de m'accrocher à des éléments de mise en scène, comme par exemple quand ils filment la Chine, c'est très souvent de nuit, et quand c'est la journée, ben on filme à l'intérieur. Du coup je me disais peut-être que ça raconte quelque chose, et j'ai même pas trouvé si ça racontait quelque chose. Et quand on passe au Cap-Vert, ben là c'est très ensoleillé, etc. Et il n'y a aucune séquence de nuit. Du coup j'ai essayé de faire des parallèles entre ces deux mondes. Et au final, je trouve que ça menait un peu à rien. Et voilà. Je suis pas d'accord, c'est quand même un peu dur sur le fait que ça menait à rien, parce qu'en soi, je suis d'accord sur le fait qu'on peut décrocher assez vite parce que c'est un côté hyper contemplatif. Je trouve que c'est, sauf si je me trompe, mais même dans le monde du théâtre, c'est une signature assez asiatique, cette chose très en lenteur, très contemplative et sans explication totale, ce qu'on a beaucoup retrouvé dans ce film. Mais il y avait pas mal de peps avec les personnages. Même si tu comprends pas tout, je pense que t'es pas là pour tout saisir, mais t'es là pour voir la rencontre des deux mondes. Et je trouve que du coup le réalisateur, tu vois, il a quand même mis en évidence deux belles choses de chaque culture, parce que enfin voilà, il a pris les meilleurs de chaque culture pour les faire se croiser et raconter une énigme en fait qu'on ne saura jamais. C'est bien dit ça, raconter une énigme, mais non, mais en fait j'ai pas été touché par leur histoire entre les deux. Ça je peux comprendre, oui. Et pourtant les scènes où ils font du thé, où ils se rencontrent comme ça, je trouve ça plutôt joli. Je trouve que je me rappelle même pas de scène où ils font du thé, c'est limite ça. Alors là, ça t'a vraiment dormi. Mais voilà, mais en fait, ça m'a pas marqué du coup. Il y a des scènes comme ça de dialogue où j'ai réussi à me raccrocher, je me dis ah ouais, là c'est plutôt bien fait, il y a un côté un peu sensoriel. Et après ça rechute et je suis plus du tout dedans. Et voilà.
C'est vrai qu'il fallait quand même être prêt à prendre une pause en regardant ce film. Après, j'étais un peu malade. Sinon, boire du thé pour rester éveillé, quoi. Ouais. Voilà, peut-être que t'as pris du thé à la camomille au lieu du thé vert, tu vois. C'est pas très grave, hein. Bon, pas d'autres réactions. Bah si, on est là pour ça quand même. J'espère bien. Sur Black bien, Tea. ce film. D'accord. Non, mais en fait, je suis là encore. L'un des problèmes des films, c'est l'interprétation. Je trouve que ça joue assez mal. Ah ouais. Ça joue, je sais pas, ça joue un peu à côté, et je sais pas si c'est parce que il doit à la fois aussi diriger en du coup c'est en mandarin, voilà. Après ça parle aussi de Côte d'Ivoire, donc sûrement une langue de là-bas, et puis ça parle aussi un peu français, donc voilà. Et il y a même un peu de portugais à des moments, donc je sais pas, ça donne un côté à l'oreille. Je trouvais que ça jouait très mal et les acteurs étaient jamais vraiment dedans, parce que quand ils étaient pas dans leur langue, tout ça, ils étaient un peu à côté. En revanche, je trouve ça super intéressant par contre de voir un film comme ça, dans le sens où le côté chinois, Taïwan, tout ça, et le côté africain avec elle qui vient de Côte d'Ivoire, on le voit rarement au cinéma en fait, ce mélange-là. C'est hyper intéressant. Dommage que ça va pas plus loin que ce postulat-là, et parce qu'on a vraiment des situations aussi trop, je sais pas, clichés, des trucs avec le jeune qui aime pas son grand-père parce qu'il est vieux jeu, des trucs comme ça, et les dialogues qui vont autour, je trouve c'est trop écrit, c'est trop appuyé, je trouve ça dommage. Ça, je me suis rendu compte, quand ils parlent en français, c'est vraiment surécrit. Ils utilisent mais des je mots. pense que c'est pareil du coup pour les autres langues. C'est ce qu'on a dit ce qu'on a parlé avec Hugo juste avant l'émission. Il y a des mots qu'on n'utilise pas dans tous les jours et qui le disent, et à chaque fois je trouve c'est trop bizarre. Après peut-être qu'on parle en Côte d'Ivoire on parle le français comme ça, je sais pas. Après faut dire aussi, peut-être qu'on n'a pas l'habitude, mais faut dire aussi que c'est qu'un avis, mais comme ça a vraiment l'aspect pour moi d'une bulle très fantasmagorique cette histoire, parce qu'au final pour moi la fin elle m'a laissé un peu dans en fait je sais pas ce que je viens de voir totalement, tu vois. Il y a un putain de twist dans ce film. Non mais oui, mais ce qui fait que du coup je sais même plus comment ça finit. L'écriture et la langue elle veut dire quelque chose là-dedans. Je pense que le fait qu'elle soit pas naturelle raconte aussi ce côté fantasmagorique, tu vois. Oui, et avec toute la nuit, ce que tu disais sur un monde un peu rêvé, un peu mélancolique, oui. Puis il faut dire aussi que le réalisateur porte ce projet depuis 2017, donc je pense que tout est réfléchi. Mais c'est marrant qu'il n'avait pas fait de film depuis donc Timbuktu, qui avait été un énorme succès, en tout cas critique, avec tous ces Césars gagnés. Et là, il était à la Berlinale, celui-là, et bon, il n'a rien remporté, hein, donc, mais ça me surprend pas en fait quand tu vois le film. Ouais, déçu parce que moi je connais pas trop en fait Abderrahmane Sissako, j'avais pas vu donc Timbuktu, mais c'est quand même un réalisateur coté, et là qui nous sort ce film là, et c'est marrant parce que Gaumont ils se font la spécialité d'avoir des films un peu contemplatifs autour de l'univers. C'est pas culinaire, mais tu vois, La Passion de Dodin Bouffant, c'était déjà Gaumont, je crois, qui distribuait, voilà, et qui produisait le film. Et on avait déjà cette dynamique-là avec des personnages, un homme et une femme, et qui tournaient autour de la cuisine. Et là, on retrouve un petit peu ça, ce goût de bien filmer un peu les choses. Et alors, dans La Passion de Dodin Bouffant, c'est beaucoup mieux fait, hein, mais. Oui, mais c'est vraiment l'élément principal. Chez Dodin Bouffant. Oui, alors que dans Black Tea, finalement, le thé est très secondaire. Et il s'intéresse à beaucoup de personnages aussi, comme vous avez dit, et je pense qu'il s'éparpille aussi beaucoup là-dessus. Ouais. En gros, si vous allez le voir, ne cherchez pas à comprendre. Prenez ce que vous avez à prendre. C'est ce que Nolan a dit, ne cherchez pas à le comprendre. C'est Clémence Poésie qui me l'a dit, moi, ça. Mais ouais, Hugo, toi, déjà, j'ai cru que le film commencerait jamais parce qu'il y a beaucoup de logos au début. Non, mais c'est vrai. Non, mais ça m'a fait penser au truc des Simpsons là. Vous l'avez moi ça m'a fait penser à les Simpsons où ils font. C'est pas Family Guy plutôt. Ah, c'est dans Family Guy qu'il y a ça. Où il y a tous les. On croit que c'est le film qui commence. C'est un film d'aventure. Ah non, c'est le logo. Ah, c'est un film d'action. Une boîte de prod. Moi, je crois qu'il y a la même vanne dans Coupé où genre il a mélangé les logos, les faux logos, les vrais. Bref, non, franchement, comme Gauthier, je suis pas du tout rentré dedans du tout. Genre, j'ai essayé de m'accrocher. En plus, pour la petite anecdote, je suis sorti de ma séance de Dune à minuit, du coup, techniquement ce matin, et j'ai vu le film ce matin, parce que j'ai dû voir tous les films en 3 jours. Pipo, ça c'est un mec qui cherche des excuses. Non, mais du coup, genre. Ça, c'est un mec de synthé. Hein. C'est du racisme. J'étais crevé en plus, donc du coup, j'étais encore en train de digérer Dune techniquement, et du coup, genre.
j'essayais en même temps de suivre le film et j'y arrivais pas parce que le film ne m'aide pas du tout à se suivre parce qu'il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de, enfin c'est compliqué à comprendre, il y a plusieurs langues, faut switcher, enfin c'est, et vraiment j'ai eu du mal à rentrer dedans, je saurais même pas vous dire de quoi ça parle. Je me suis dit peut-être je vais lire un résumé pour être sûr de quoi ça parle, mais après avoir vu le film du coup et tu sais toujours pas. Ben ouais, parce que il y a pas, je comprends pas quelle est l'histoire. Il y a un passage où il y a un type qui achète des vêtements. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai lui. Je me suis dit, mais attends, mais quel est le rapport dans le contexte il dit qu'il voit pas le rapport vraiment, et du coup, je sais pas, je suis pas arrivé à le suivre. Alors, je saurais pas vous dire si j'ai aimé ou pas. Je suis juste complètement dubitatif. Insignifiant un peu quoi. Ouais, voilà. Mais il y a un putain de twist. Oui. Mais vraiment, je ne m'en souviens pas. Mais non, mais on va pas spoil. Mais repense au début du film et repense à la fin. Et voilà. Ah oui, ça y est. Est-ce que c'est un twist parce que j'ai pas compris en fait. Bah, waouh, ça me fait un peu mal au cœur. Je l'aime bien ce film. Le twist était bien quand même. Enfin, ouais, non, mais ça explique tout le film qui est pas compréhensible. Ouais, voilà, tu as une autre vision du film, je trouve, grâce à ça. Mais en fait, je pense que c'est le moment où il faut pas fermer les yeux. Je trouve que le twist aurait plus de sens si on serait resté en Chine tout le long, qu'on serait resté dans ce microcosme de personnages et qu'on serait pas décalé par exemple en Côte d'Ivoire. Ah bah là du coup il y aurait plus du tout eu le même film, ça raconterait pas du tout la même histoire. Bon. Ouais, on sait pas oui, ok. Florent nous regarde depuis tout à l'heure. Ouais, c'est moi je l'ai pas vu. Il y a un twist c'est ça. Il y a un twist, ouais. Un gros twist. Un gros twist. Le sixième sens, il peut reprendre son pyjama là, tu vois. Bon bah Florent, si t'hésites encore à voir Black Sea, je te propose. Hésite toujours. J'hésite toujours. Non, j'allais dire plus de temps, j'allais dire je vous laisse une petite pause musicale pour t'aider, tu vois, à choisir. Du coup bah tout de suite Métamorphosis du groupe Infinity Song. Decent answer to a single question. I don't say my opinion's too loud, I'm always second guessing. I can't take many chances, I just stick to what I'm best at. My personality, it lends to bad first impressions. Look at your metamorphosis. Finally you found a gift, and now you're on a rocket ship. You're standing there
La littérature, parce que du coup, là, vous êtes bien servi avec Madame de Sévigné d'Isabelle Brocard. Tout de suite. Je veux que vous ayez la place que vous méritez. Je vous veux heureuse, indépendante et maîtresse de votre destinée. Madame de Sévigné, vous vous égarez. Je ne crois pas, sire. Mais c'est le roi. Vous vous marierez. Tout ça sera oublié. Grignan. Vous en êtes arrivé à envisager n'importe quel mariage pour votre fille. Le nom de Grignan peut séduire, mais enfin, une maison qui prend l'eau de toutes parts. Je découvre que l'absence de votre sœur m'est insupportable. La douleur serait bien médiocre si je pouvais vous la dépeindre. Maintenant qu'il a un héritier, votre papa n'aura plus besoin de coucher avec ma fille. Aimez-moi toujours. C'est la seule chose qui m'a pas donné de la consolation. L'argent me manque de plus en plus, je me ruine. Et vous me l'avez caché. Le mariage ne vous oblige en rien. Rentrez avec moi à Paris. Je suis tout entière au service de mon mari, que j'aime. Mais c'est quelque chose que vous ne semblez pas comprendre. Grignan va faire mourir ma fille. Françoise, il use d'elle. Il abuse d'elle. Sortez. Vous ne savez plus l'aimer. Vous en êtes juste obsédé. Pour l'histoire, milieu du XVIIe siècle, la marquise de Sévigné veut faire de sa fille une femme brillante et indépendante à son image. Mais plus elle tente d'avoir une emprise sur le destin de la jeune femme, plus celle-ci se rebelle. Mère et fille expérimentent alors les tourments d'une relation fusionnelle et dévastatrice. Dans ce ravage va naître une œuvre majeure de la littérature française. On retrouve du coup Karine Viard dans Madame de Sévigné, Anna Girardot dans le rôle de Françoise de Sévigné et Cédric Kahn dans le rôle du comte de Grignan. Florent. Oui. Top 1 de l'année, top 1. La peine au cœur, dis-nous ce que t'en as pensé. Bah déjà, pour ceux qui connaissent un peu l'émission, je suis étonné qu'on n'ait pas la réalisatrice en interview, mais bon, ça a dû être un petit manqué. J'ai vu qu'elle nous a mentionné sur Instagram, et du coup, je me suis dit, elle aurait vraiment pu avoir sa place dans l'émission. Bah oui, largement, parce que eh ben voilà, Madame de Sévigné, dédicace à tous ceux qui ont étudié les lettres de Madame de Sévigné au lycée ou au collège. Hein. Ou même à la fac. Hein. Ou à la fac, hein, bien sûr. Voilà, on va pas tergiverser trop longtemps sur ce film. C'est vraiment d'un ennui mortel. C'est vraiment... alors, je suis allé le voir après tous mes camarades autour de la table, et tout le monde disait « Ah ouais, c'est dodo, préparez le café parce que ça dort fort et tout ». Je me suis dit « Comment ils exagèrent ?» C'est sûr qu'ils exagèrent. J'ai vraiment eu envie de dormir, mais fort. Je suis allé le voir cet après-midi. C'était assez compliqué. Le film, pire, hein. Déjà, un des points très négatifs du film, je trouve que c'est son montage. Il y a un montage catastrophique parce que on n'a pas du tout accès aux émotions du personnage. On comprend pas toujours ce qui se passe. Il y a des fois un plan pour faire une espèce de transition, pour nous exprimer quelque chose, et en fait ça nous atteint pas, ça ne vient pas jusqu'à nous. Donc en fait j'étais en mode, mais en fait le but du film est de nous faire ressentir justement les émotions des personnages, de la mère qui est attachée à sa fille, etc., la fille qui sait pas trop comment se placer, comment réagir, mais en fait il n'y a rien qui nous donne accès à ça, parce que le texte est pas bon, parce que le montage est pas bon, et pourtant il veut traiter deux sujets qui sont veut traiter deux sujets qui sont hyper importants, à savoir le fait que Madame de Sévigné, c'est quand même une autrice qui est du coup restée dans le temps, et ses lettres sont devenues une œuvre à part entière, et donc ça c'est hyper important. Et il y a aussi... Je souligne malgré elle, c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup ça n'est pas du tout ressorti, mis à part en une phrase dans le film. Oui, ils le disent un petit peu. En une phrase ou deux, juste parce que on l'entend raconter ses lettres, mais bon. On comprend l'ampleur à la fin avec un carton comme d'hab, quoi. C'est ça qui est dommage. Et puis la relation mère-fille, un peu parfois malsaine, un peu ambiguë. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a Karine Viard au casting, parce que c'est un rôle à la Karine Viard, quoi. C'est un peu insaisissable, un peu duel, un peu difficile à saisir. Mais en fait, c'est fou parce qu'il y a deux sujets, qui peuvent être simples à traiter, mais en fait ça ne fonctionne pas. Le film se termine, c'était vraiment
d'un ennui et ça m'a rien procuré, ça m'a rien apporté, ça m'a rien appris. C'était difficile, vraiment. C'était un film. J'avais envie qu'il se termine chaque plan où j'avais l'impression que c'était le plan final. Je faisais oh c'est la fin, oh c'est sûr c'est la fin, oh je mets mon manteau, non c'est pas la fin. Ok bon j'attends encore. Ok là c'est la fin, non bon, voilà. Donc c'était très difficile. Je vais pas m'éterniser sur ce film, c'était très difficile. D'ailleurs, j'ai une remarque très bête, hein, mais c'est peut-être une erreur de frappe, mais pour une réalisatrice qui parle d'une histoire de femme, c'est quand même dommage qu'elle ait parlé d'un écrivain et pas d'une écrivaine. C'est débile, mais moi, du coup, ça m'a frustrée, voilà, pour lancer les autres. Ouais, c'est vrai. Toujours pour accentuer que, tu vois, ce film, n'allez pas le voir, quoi. Ouais. C'est horrible. Ouais, je suis assez d'accord. Enfin, j'ai rarement eu autant envie de me barrer d'une salle de cinéma. Mais je suis resté. Mais vraiment, vous abusez quand même sur ce film, je trouve. Non, j'ai préféré Chien et Chat, donc... Non, vraiment. Moi aussi. Bon, c'est un peu violent dans les propos, ça c'est sûr. Non, mais voilà, je suis resté parce que l'émission et que, voilà, j'ai quand même une conscience professionnelle. Ouais, et que tu regardais Major League 2 toutes les semaines, donc bon, c'est déjà assez compliqué comme ça. Non, mais franchement, en fait, moi, le gros problème que j'ai avec le film, c'est les dialogues qui sont vraiment écrits comme si ils écrivaient des poésies. Et du coup, tout le monde récite ça comme s'ils étaient devant une classe de CM2 en train de réciter leur poésie ou leur fable de La Fontaine ou je sais pas quoi. Et du coup, c'est pas une manière de jouer. Un peu si à La Fontaine. Oui, c'est un peu les Avengers du XVIIe siècle. Il y a tout le monde, il y a Lafayette. Préparez-vous pour le Cinematic Universe, ça va être. C'est chaud ça. Mais franchement. C'est un gros bâtard, La Fontaine. Ouais, mais attends, j'ai pas compris, c'est La Fontaine ou c'est le frère de la meuf? Parce que moi j'ai cru que c'était le frère. Voilà. Bon, en tout cas, il cite La Fontaine. Ah, parce qu'il y a le frère aussi plus tard. Oui, mais je crois qu'ils ont la même gueule parce qu'ils ont tous les cheveux longs noirs en fait. Tout le monde a la même gueule, c'est terrible. Et franchement, non, j'ai trouvé ça chiant. Alors, oui, après, bon, les costumes sont jolis et tout parce que pour un film d'époque, ça va, c'est bien fait. Mais j'arrive pas à y croire, j'arrive pas à rentrer dedans. Et je trouve aussi que l'entreprise d'adapter genre des lettres d'une conversation privée pour en faire une histoire adaptée d'une histoire vraie, c'est compliqué quand même. Enfin, j'ai du mal à saisir le truc derrière. C'était un peu comme pour Napoléon, quand ils ont mis les lettres, ça accroche pas, quoi. Il faudrait revoir ça. Je sais pas, j'ai pas vu, j'ai même pas daigné le voir. Hein. Bon. Il y a Director's Cut qui sort. Ah, je m'attends à ça. De Madame de Sévigné. Non. 4h30 de Sévigné. Oh, pétard, l'enfer sur terre. Moi, je te rejoins, Hugo, pour donner un peu de positif, effectivement, sur les costumes et tout. Je trouve que c'est vachement bien. Et même au début, j'y croyais au film. La première séquence, non, mais le début, quand il y a les cartons d'intertitres, tout ça, ouais, voilà, je trouve il se passe des choses. Il y a un espèce de mystère qui naît. Et je me demande aussi même qui sont ces personnages. Même, je me suis questionné pendant tout le film, limite sur leur relation, en fait. Sur qui sont vraiment, est-ce qu'ils sont vraiment mère et fille, tu vois? Moi je me posais la question parfois même, hein. Mais ça, je pense que le film n'a pas prévu que tu te poses cette question. Mais oui, c'est juste toi là, tu t'es dit mais c'est trop mal fait. C'est mal fait. Non, c'est mal fait, je pense. Sans tout ça. Dans ta tête c'était il y a peut-être des mystères. Non, il y a pas de mystère. Non, mais même sur la façon dont c'est filmé dans le labyrinthe et tout, au tout début, et puis avec leur chant, avec le feu d'artifice, tout ça, je croyais qu'il allait avoir quelque chose, même si je trouve ça gratuit, hein, voilà. Ouais. Moi aussi, hein, je me suis dit ça, je me suis dit, pas de budget pour montrer les feux d'artifice, mais je me disais il y avait une tentative du coup de remédier à ça en faisant quelque chose, et après ouais, ça suit pas. Effectivement, bon, je vous rejoins sur le fait que ça soit chiant, mais c'est pas le film le plus chiant du monde non plus. Mais c'est un des plus chiants quand même. D'accord, je suis d'accord. Ah ouais, d'accord. Il y a plus chiant, mais là ça dure 1h30, c'est quand même chiant pour 1h30. Ouais, c'est beaucoup chiant d'ailleurs. Ouais. Bon, après aussi, c'est peut-être un petit contre-coup de cette semaine qui n'a pas été super réjouissante niveau film. Florent, il a été réjoui quand même. Dune. Moi j'ai pensé qu'à Dune, même pendant le film, je disais Dune. Moi c'est pour ça que je suis allé voir d'abord ce film-là en premier et pour finir par Dune, quoi. Bon. Sur ces avis plutôt tranchants et glaçants. Heureusement que la réalisatrice n'est pas là ce soir du coup. Si vous avez raté le début de l'émission, c'est pas très grave. Les tops sont là pour résumer notre partie débat en un seul classement. On commence du coup par le top 1 de chaque chroniqueur. Gauthier, c'est quoi ton top 1 du coup, sans grande... Dune, deuxième partie. Évidemment. Hugo, hasard. Dune. Mais non. Florent. Dune, deuxième partie. Incroyable. Et toi, Simon? Ouais, moi aussi, Dune, deuxième partie. Hein. Ok, à votre grande surprise, Black Tea. Parce que je suis pas très fan de Dune 2, mais c'était sympa quand même. Sans grande... vu en entier. Oui. C'est dire la semaine. Waouh. Non mais du coup, sans grande surprise, le top 1, Dune, évidemment. En deuxième, on retrouve Black Tea. Et en troisième, on retrouve Madame de Sévigné.
Voilà. Ah Est-ce oui, que toi, ça tu nous fais à étonne? l'inverse, c'est vrai, le pauvre il est perdu après à la vidéo. Non, on n'est pas Mais surpris. c'est parce qu'il n'y avait pas de surprise, tu vois. Je pouvais même pas Ouais, faire je genre, comprends. ça marchait Ouais, pas, je suis c'est vrai. désolée en régie, mais là. Bon. Du coup, sur cette non-surprise générale, je vous propose qu'on s'anime un petit peu et qu'on se batte un peu sur la carte blanche de notre. Il est l'heure de notre carte blanche et de lancer les pronostics des Césars. Donc, on se retrouve pour la 96e... Des Oscars, ouais, des Oscars. Des Oscars, super. On peut pronostiquer sur les Césars, mais Je pense que je vais faire un 100% là. sur les Césars. la Vous fatigue, auriez dû inviter le gagnant des pronostics des Césars, mais bon. Bon, du coup, pour cette... Arrête de te la raconter. Non, mais après, allez-y, hein, si vous battez-vous, si vous voulez. De toute manière, c'est la 96e cérémonie des Oscars. Tu vas arriver, les Césars, c'est passé. Ça se passera du coup ce dimanche 10 mars 2024, heure française de 1h à 4h30. Ah, on n'est pas d'accord sur ça déjà. Il y a déjà un pronostic Super. sur ça. C'est de quelle heure à quelle heure Parce que moi j'ai vu 1h que ça commençait, mais. Moi j'ai vu minuit 3h. Ouais, Voilà. moi Ah, j'ai d'accord. vu minuit 3h aussi. Ah oui, d'accord. Bon, Et que bah... le tapis rouge, ça commence à 23h, j'ai vu. Ah ouais, d'accord. Bon, bah Voilà. soyez prêts pour minuit devant votre télé. Après, si la source est Canal, donc c'est que ça doit être à peu près officiel. Quoi, donc. Waouh, par rapport à toi, Oksana. Bon, on est là pour pronostiquer ou pas en fait? Ah oui, pardon. On va peut-être pas rappeler que Christopher Nolan a un peu tout raflé sur les nominations, que c'est suivi par Pauvre créature de Yorgos Lanthimos avec 11 nominations et Killer of the Flower Moon qui est réalisé par Scorsese, on ne le présente plus, avec 9 nominations. Déjà sur ce top 3, quelle intuition vous avez pour le meilleur film? Il y en a sur les 3 films que tu as évoqués qui vont pas avoir grand chose, je pense. C'est ça le truc. Killer, je le vois avec 2-3. Voilà, et Yorgos Lanthimos, moi-même, je lui ai donné aucun prix. Bah alors, meilleur film, moi, direct, je vois Oppenheimer. Oppenheimer, on est tous d'accord. C'est une grande surprise. Moi, Oppenheimer, j'ai mis Anatomie d'une chute pour soutenir la France. Ah. Voilà. Mais en fait, alors ne suivez pas les intuitions de Gauthier. En fait, non, mais le truc, c'est que j'ai mis meilleur film Anatomie d'une chute et d'un meilleur réal, Oppenheimer. Et en fait, je me suis dit, ils vont soit le donner à l'un ou l'autre, peut-être qu'ils vont inverser. Ouais, je pense qu'il fera le doublé. Mais de toute façon, ça serait même pas Anatomie d'une chute le deuxième. Il a eu que 5 mais nominations. Non, mais j'aimerais qu'il gagne. Du coup, je le soutiens. Ouais, mais moi aussi, c'est mon choix du cœur, mais le choix de la raison, c'est Oppenheimer. Vous verrez, j'aurais gagné. Ah, ok. Ça, c'est le mec qui va jouer son bateau. Alors que si ça se passe, il va arriver. Et ouais, vous avez vu, moi je l'avais dit. Il veut sa vidéo sur Insta où il y a écrit Gauthier l'avait dit. Après, faut pas écouter au César, j'étais nul donc. Voilà, c'est ça. Meilleur réa, Christopher Nolan aussi. Oui. Ouais, ben voilà, là j'ai mis Oppenheimer. Sans problème. Et toi, Xana, t'as mis quoi? Sur la meilleure réa? Et sur meilleur film? Franchement, j'ai mis Oppenheimer, mais parce que c'est sûr, il a tout raflé depuis le début. Ça a tellement fait dans parler. Les autres cérémonies, et effectivement, puis il a le film beaucoup pour gagné. récompenser Nolan. Enfin, c'est Nolan qui fait un film ultra oscarisable, donc vraiment, il n'y a pas d'autre film pour récompenser. C'est vrai qu'il fait un truc historique qui a beaucoup marché. Bah, faut dire que quoi qu'on en pense, les images et l'acting et puis même le son sont quand même assez exceptionnels. Donc même si on est fan ou pas de l'histoire, on peut pas trouver le film ingrat, quoi. Mais il y a plein d'autres catégories par contre où je trouve il y a un match. Oui. Cette Comme année. quoi, par exemple? Meilleure actrice déjà. Ouais. Tu penses quoi? Lily Gladstone. Bah tu peux nous redire qui est nommé vu que t'as les fiches toi? Ou Ouais, tu veux que tout je à fait, fasse? Non mais tu les as juste là. On lui imprime les trucs, elle se complique la vie. Attendez, vous allez montrer à tout le monde que cette émission n'est pas préparée. Je pense qu'on s'en est déjà rendu compte. Ah d'accord. Ouais. Attends, je vais le retrouver. Je m'occupe de ça si tu veux. Mais change d'animateur sinon en pleine émission. Non mais c'est parce que c'est allumant. Carte blanche. Meilleure actrice, donc on a Annette Bening, Lily Gladstone, Sandra Hüller, Carey Mulligan et Emma Stone. Et pour moi perso, j'ai misé sur Lily Gladstone parce que elle a gagné déjà aux Golden Globes, mais elle avait aussi gagné aux Golden Globes, Emma Stone, mais surtout elle a gagné à la Screen Actors Awards là. Et ça, très bon indicateur. J'ai voté pour Lily Gladstone aussi parce que avec l'aura qu'elle dégage du film, c'est peut-être un des seuls Oscars qui va gagner Killers of the Flower Moon, je pense. C'est le seul. Pour moi, c'est le seul. C'est le seul point positif que je retiens de Killers of the Flower Moon perso. Donc, même pas moi. Ah oui, d'accord. Mais on va pas refaire le débat. Meilleur acteur, on part tout de suite sur sans problème. Oui, Autoroute. Bah là, j'ai les pronos de tout le monde en plus face à moi et je vois que tout le monde a voté Cillian Murphy. Donc, pourtant, il y avait un match qui s'était instauré avec Paul Giamatti. Oui. Et il a pas tenu très longtemps. Mais je sais pas, mais oui, parce que Winter Break a pas gagné grand chose finalement dans les autres cérémonies. Il va gagner un second rôle. Second rôle, ouais, meilleur actrice dans second rôle, ouais. Oui. Pour Davine Joy Randolph. Ouais. Meilleur acteur dans un second rôle.
Robert Downey Jr. Oui. Oui, bien sûr, sans problème. Autoroute, pareil. Et toi, t'as mis quoi? Franchement, je me prononce pas. Cette année, pareil, Robert Downey Jr., il a déjà genre toute sa carrière derrière lui. Enfin, clairement, il le donne aussi un peu pour ce qu'il a fait avant. C'est sympa de lui dire ça. Non, mais toute sa carrière derrière lui. Il est pas si vieux. Oui, ce que je veux dire, c'est qu'il a déjà fait beaucoup. Et donc, mais au contraire, je trouve qu'il a pas sa carrière derrière lui, justement. Il a sa carrière devant lui. Depuis qu'il a fait Oppenheimer, pour moi. Enfin, il a une nouvelle carrière devant lui. Voilà, mais donc son ancienne. Bon, allez. Mais il sera pas récompensé pour son ancienne carrière, ses 10 ans chez Marvel, etc. Vous avez mis quoi pour scénario original? Anatomie d'une chute. Anatomie d'une chute. Peut-être que du coup, il y aura un petit espoir. Là, il avait cru qu'il allait dire genre, moi j'ai mis Anatomie d'une chute, vous allez voir. Mais tout le monde met Anatomie d'une chute. Il a gagné partout. Pour meilleur scénario original. J'ai arrêté de parler. Meilleur scénario adapté, ils sont en liste donc Pauvre créature, Oppenheimer, Barbie et La zone d'intérêt, American Fiction. Vous avez mis quoi? Ouais, Oppenheimer aussi, j'ai mis. J'ai mis Oppenheimer, mais je suis vraiment pas sûr. Ouais. Moi, je me souviens plus et franchement, je sais pas quoi dire. Bah, moi, j'ai mis, et là, je peux faire mon Gauthier, moi, j'ai mis American Fiction. Retenez ça. Oh là là, regardez-le. Je l'ai pas vu encore. Ouais, parce que j'ai l'impression qu'il est sorti dans l'indifférence totale. Ouais. Oui, ils sont sur Prime Vidéo. Non, mais là, c'était juste un moment pour qu'il montre que lui, il avait la culture. Est-ce que tu l'as vu au final? On est là pour. Non, mais on est là pour donner nos petits conseils. Et moi, si je vous demande de pronostiquer sur quelque chose, je pronostiquerai sur American Fiction. Voilà. Et animation, t'as mis quoi? Animation, c'est hyper chaud. C'est très dur. Là, il y a vraiment un gros match. Il y a un gros match, ouais. Mais non. Pas pour Florent. Mais pas du tout. Mais ça sera Le Garçon et le Héron, mais sans souci. Mais pour récompenser, là, pour le coup, la carrière qu'il a derrière lui. J'aurais dit pareil, tu vois, mais genre en 2019, du coup, Into the Spider-Verse l'a gagné aussi. Donc c'est pour ça que je me dis que Across the Spider-Verse, c'est un gros concurrent. Ouais, mais je me dis, ils l'ont déjà donné pour Into the Spider-Verse. Oui, il y a ça aussi. Et du coup, ils vont pas dire, en fait, à chaque fois, on fait un Spider-Man, mais on va gagner l'Oscar. Pas forcément. Mais et surtout que là, il y a Miyazaki. Faut avoir en tête aussi, alors moi aussi, moi au contraire, pour moi, c'est prendre un risque de jouer Le Garçon et le Héron, et j'ai aussi pris ce risque-là. Mais effectivement, Spider-Man Across the Spider-Verse, il a gagné un prix très important dans les films d'animation, je crois. Si je me souviens bien, les Annie Awards. Et donc, c'est lui qui a gagné le meilleur film. Toi, t'es spécialiste toujours des compétitions avant. Mais c'est comme ça pour faire les pronostics. Ouais, ça t'a aidé et donc, au César. Mais parce qu'il n'y a pas trop de. Il a passé 4 heures à faire son pronostic. J'ai fini 2e au César, donc tu vas te calmer quand même. Mais il a gagné au Annie Awards, donc possiblement Spider-Man, il a des grosses chances pour moi de remporter quand même cet Oscar, même si je joue Le Garçon et Héron pour me dire Miyazaki pour l'ensemble aussi de sa carrière, vu que c'est peut-être son dernier film, et surtout parce que les votants se sont vachement internationalisés ces dernières années aux Oscars. Je crois que maintenant ils représentent 20% des votants, un truc comme ça, et donc ça joue automatiquement. La preuve en est, dans meilleur film documentaire, je crois qu'il n'y a pas de film américain cette année. Oui, il n'y en a pas, je crois. Voilà. D'ailleurs, moi j'ai voté Les Filles d'Olpha par pur chauvinisme, je l'ai pas vu, mais... J'ai hésité, mais en fait, je suis quand même parti sur, je sais pas pourquoi, sur 20 Days in Mariupol. J'ai redécouvert cet après-midi que j'avais voté ça. Il paraît qu'il est bien ce film. J'ai envie de le tenter pour le côté, je sais pas, peut-être que je sens l'Académie qui va faire ce choix-là, qui va faire un choix politique pour se donner bonne conscience entre guillemets. Ça se joue entre les deux, entre les filles d'Olpha. Voilà, c'est ça, et c'est celui qui a les faveurs des pronostics pour l'instant, 20 jours à Mariupol. T'étais pas sûr de... Parce que je l'ai que en anglais là, le titre. Je me suis dit, ils l'ont traduit comment? Mais et meilleur film international, par contre là. Moi j'ai dit, il y a match. Ils vont le donner à Zone of Interest parce que. Zone of Interest. J'aimerais beaucoup. Ouais. Je pense que j'ai mis The Zone of Interest, mais. Pareil, je me suis endormi quoi. Oh, mais c'est pas possible. Mais je sais pas pourquoi, moi je dis qu'il y a toujours match avec Perfect Days de Wim Wenders. J'ai mis The Zone of Interest, mais je pense qu'il y a match avec Perfect Days. Moi je trouve qu'il y a match avec Cercle des Neiges. Ah oui, parce qu'il a été bien accueilli en plus. Du coup, moi je pense qu'il y a un match entre Zone mais non, il a arrêté d'inventer des matchs où il y en a pas pour dire il y a un match. Mais toi, tu crées des matchs. Mais même il y a pas match sur Zone international. Il y a pas match sur meilleur film international. C'est Zone of Interest qui va gagner. Tu parles de la Seconde Guerre mondiale, forcément que c'est ça qui va gagner. C'est long. Mais surtout, les gars, il est nommé dans meilleur film tout court, la zone d'intérêt. Ouais. Ça c'est vrai. Je crois qu'il peut prendre peut-être meilleur réal aussi, il me semble. Je suis pas vous verrez. Oui, il est dans meilleur réalisateur, il est dans meilleur son aussi, il est partout. Donc, vous verrez la vidéo Insta.
Vous verrez la vidéo Insta. Ou ça sera Perfect Days. Vous l'aurez entendu ici la première fois. Mais je retirerai tout ce que j'ai dit sur toi ce soir, mais j'y crois pas trop. Ouais. Voilà, bon. Après, je peux vous trouver un dernier match alors, si vous voulez. Il y a la chanson originale. Ah bah oui, il y a un match. On sait que c'est Barbie qui va gagner. Oui, voilà. Mais quelle musique de Barbie. Mais c'est sûr que ça va être avec Ryan Gosling, vu qu'il avait déjà gagné le meilleur son. Alors il a gagné, il a gagné au Critics' Choice Awards, Ryan Gosling, I'm Just Ken. Par contre, c'est la musique de Billie Eilish qui a gagné aux Golden Globes et qui est aussi qui a la faveur des pronostics. Moi j'ai plutôt joué sur le choix de Billie Eilish. Est-ce qu'ils vont récompenser un mème, c'est la question que je me pose. C'est ça. Et moi je me suis basé sur un seul truc, c'est que I'm Just Ken va se présenter sur scène. Oui, mais comme toutes les chansons Billie originales. Eilish aussi. Oui, Billie Eilish aussi. Les deux se font toutes les chansons qui sont nommées dans j'étais pas sûr. Normalement ils sont interprétés. Ok, parce que là on entend souvent, ils disent oui, on est en train de préparer pour faire I'm Just Ken sur scène, et je vois ça mais tous les jours quasiment, il y a tout le monde qui attend ça, j'ai l'impression, alors que non. Parce que c'est la plus médiatisée peut-être, je pense. Ouais, parce que oui. Et parce que c'est Ryan Gosling aussi. Oui aussi, ouais. Donc on espère que ce sera elle, oui. Sans problème. Ouais, bah voilà. Ouais. Bon, la fin de petites déjà, c'est des petites infos, mais on vous les donne pourquoi on les donne? Oui, c'est vrai ça. Il faut le rappeler. Oksana, pourquoi on les donne? C'est une bonne question. Parce qu'on a un super jeu concours sur Instagram. Voilà, vous pouvez jouer avec nous via un petit formulaire et vous aurez des petites choses à gagner. Voilà, je vous laisse le suspense. Et je sais déjà ce qui aura gagné, contrairement au César, donc allez-y. Et je vais recycler ma vanne d'il y a 2 semaines, mais vous pronostiquez aussi sur qui va gagner dans l'émission, les pronostics. Ah ouais, ça avait bien marché, il y avait plein de monde qui m'avait dit ça va être Hugo. Non, moi, ne pariez pas sur moi, vous allez perdre, je préfère le prévenir. Pour info, j'ai fait 6, voilà. J'étais même pas au courant de ce jeu, mais ok. Bah parce que voilà, personne n'a parié sur toi, Oksana. Voilà, c'est pas grave. Bon bah tout de suite on va accueillir Ciné Campus qui sont beaucoup plus sympathiques que vous en fait. Yes. Ciné Campus présente. Dernière fois. Vous êtes 4 Oksana, on a repris. Bah oui, je sais, mais je suis surprise, ils sont 4. Mais non, mais ils sont que 2 en piste. Mais oui, mais bon, moi j'étais prête à accueillir plein de gens, j'étais joyeuse. Bon, c'est pas grave. Ce soir, c'est Khalil Joreg et Johanna Adjitoma. Non, c'est toujours pas ça. Mais quoi? Ça, c'est les réalisateurs du film, ils sont pas de la classe. Oksana, ils arrivent, ils sont là. Tu vas y arriver. C'est pas grave, c'est l'émission du chaos. Bonsoir, qui êtes-vous? Regarde, si tu regardes bien, t'as la vidéo juste derrière eux, t'as leur nom dessus. Je vois pas. C'est Marie Fischer et Francis Aden qui sont là avec nous ce soir. En tout cas, on va commencer du coup par parler de votre projet. Vous pouvez vous présenter aussi pour me rattraper évidemment. Voilà. Vous êtes ici pour nous présenter du coup Memory Box, si je ne me dis ça. Exact. C'est la bonne réponse. Jusque là tout va bien. Est-ce que déjà, avant de nous raconter votre petite histoire, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est que Ciné Campus? Alors, déjà, merci à Radio Campus de nous accueillir ce soir. Avec plaisir. Et puis bonsoir à tous les auditeurs. Vous êtes bien accueillis en plus. Dans le chaos et la bonne humeur. Bonsoir aussi à tous les auditeurs et auditrices. Alors, pour le rappel, donc Ciné Campus, c'est un programme fait par les étudiants du coup de l'université Paul Valéry en partenariat avec le cinéma Utopia, qui a pour but d'organiser une programmation de films autour d'un thème. Chaque année, il est différent. Cette année, le thème que nous avons choisi, c'est les dernières fois. Et à l'issue de ce choix mis en commun avec tous les groupes, chaque groupe donc choisit un film. Donc nous, avec notre groupe, avec Marie et également Chloé et Nina qui sont présents dans la salle, nous avons choisi Memory Box. Ok, parce que c'était un choix de groupe, c'était parce que quelqu'un avait plutôt une envie qu'il a imposée. Ça s'est fait comment ce choix? Il s'est imposé. Il s'est imposé. Je me suis imposée. Non, en fait, je suis arrivée un peu en retard dans le groupe. Je me suis un peu greffée. Et du coup, on devait choisir un film par rapport à la thématique. Et moi, j'avais découvert Memory Box au Cinémed il y a 2 ans à peu près. Et j'avais vraiment eu un super coup de cœur pour les 2 réalisateurs, qui sont du coup Khalil Joreg et Johanna Adjitoma. Les fameux. Des fameux. J'avais été voir aussi un documentaire qu'ils avaient fait, qui s'appelle Je veux voir, avec Catherine Deneuve. Et du coup, voilà, quoi, quand on nous a dit il faut choisir un film, j'ai dit ok, j'ai celui-là. Et puis, en fait, tout le monde. On s'est vite mis d'accord. Je pense que le soir même, on a tous regardé le film. Oh. Et ça nous a tout de suite mis d'accord. C'était très parlant.
Et du coup, de cet accord-là, vous auriez quelque chose à nous dire? Enfin, qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes mis d'accord? De quoi ça parle, Memory Box? Qu'est-ce qui vous a plu dedans? Du coup, Memory Box, ça raconte en fait l'histoire de Maya, du coup, qui est une réfugiée libanaise qui vit au Canada avec sa fille Alex. Et en fait, le soir de Noël, elles reçoivent une boîte dans laquelle en fait il y a toutes les correspondances que Maya entretenait avec son amie d'enfance quand Maya, elle était encore à Beyrouth dans les années 80 pendant du coup la guerre du Liban. Et du coup, Maya, en fait, elle refuse de se replonger dans ses souvenirs qui la font souffrir. Mais du coup, sa fille, Alex, elle est un peu intriguée et du coup, elle décide de se replonger dedans en cachette. Et elle découvre en fait une vie qu'elle n'imaginait pas, la vie de sa mère, en fait, adolescente, qu'elle n'imaginait pas. Et du coup, ça soulève énormément de dernières fois. Ouais, c'est ça. Du coup, par rapport au thème, merci pour la passe D. Par rapport au thème, donc c'est vrai que par rapport aux dernières fois, ça a suscité pas mal de liens, notamment du coup les dernières fois en termes historiques, politiques, donc dans les années 80 avec la guerre au Liban, notamment les dernières fois en ce qui concerne les instants de jeunesse, les instants de jeunesse de Maya, qui du coup elle a été très vite abrégée puisque la guerre elle a fait vite prendre en maturité. Cette jeunesse elle a été très courte, très abrégée. Aussi cette jeunesse que du coup sa fille aujourd'hui Alex tente comme elle peut d'essayer de retrouver un petit peu dans ce passé de sa mère. Et puis outre le fait qu'il y ait tous ces sujets, il y a également les dernières fois à travers l'exil notamment, les dernières fois donc ce passage de cette famille du Liban vers le Canada, etc. Et vous avez eu quelques difficultés à programmer ce film ou à créer cet événement peut-être? Non, honnêtement, il y a eu des groupes qui ont plus galéré, faut qu'on se le dise. Il y a eu des groupes qui ont plus galéré que nous. Nous, au contraire, non. Ça a été assez simple. Et oui, comme vous vous êtes vraiment mis d'accord sur ce choix, j'ai l'impression que du coup, ça a été un peu un coup de cœur pour vous. Mais même il n'y a pas eu de problème de droit, tout ça, du coup, sur Memory Box. Justement, c'est ça. Il y a des groupes, jusqu'au dernier moment, ils ne savaient pas si ils allaient avoir les droits du film et au final, ça a été refusé. C'est ça. Les droits, et du coup ils ont dû trouver une alternative assez rapidement. Nous ça va, il nous a fait un peu patienter quand même, on a assez attendu, mais dès qu'il nous a dit que c'était bon, on était là, yes, allez, on se lance dans la programmation. Que, du coup aussi dans votre événement, je vois qu'il y a une rencontre avec Sabine Nasser, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Tout à fait. Est-ce que là pour le coup, du coup, ça a été aussi simple que le reste? Très très simple. Ah oui. Ouais, parce qu'en fait Sabine, c'est elle qui s'est proposée même. C'est ça. Elle est arrivée comme ça de nulle part. Je suis là si vous me cherchez. Non, en fait Sabine Nasser, elle présentait un cours au premier semestre là, d'accord, qui était du coup sur la mémoire brisée de Beyrouth. Et justement il y a Chloé qui fait partie du groupe qui avait cours avec elle, du coup nous a dit c'est parfait, un film franco-libanais, j'ai un TD sur le cinéma libanais, donc pourquoi pas essayer de faire concorder les deux. Et même Sabine, elle nous l'a dit, c'est un film qu'elle affectionne beaucoup, donc quand elle a su qu'on programmait ce film là, elle n'a pas hésité. Franchement, elle a sauté sur le truc. Tout était fait pour qu'elle puisse accepter. Et vous avez organisé ça de quelle manière? Enfin, ça va être une discussion assez libre. Il y a quelque chose que vous avez dirigé, peut-être? Alors, pour la programmation en soi, pour faire entre guillemets la rétrospective de la programmation, donc du coup, le film sera diffusé le lundi 18 mars à 20h30. À l'Utopia. À l'Utopia, c'est ça. Donc, le film sera lancé. À la suite de cette projection, on aura un échange avec Sabine Nasser, et du coup sur place, avec des questions que nous on va lui poser, mais aussi que le public peut lui poser s'il veut. D'accord. Et à la fin, alors attention, là c'est le truc. Ça là noté parce que là notez bien parce que là ça va être l'argument. Ça va faire des heureux, parce que c'est bien beau. Il va y avoir du houmous. Chut. Je crois qu'on t'a dit. Non, Simon. Il a pris shot. Mais pas que. Non, parce que du coup, mais voilà, pour bien clôturer la soirée, avec le Karawan. On remercie le Karawan. Ils ont été gentils. Merci Fouad. C'est ça, merci. Dédicace à Fouad. Ils ont été très gentils. Ils ont accepté de faire service traiteur. Du coup, on aura un apéritif libanais.
C'est génial, du coup c'est vraiment une immersion où vous avez plusieurs supports, il y a le film, la rencontre et même du coup les saveurs, c'est super chouette. À savoir que l'intervenante elle-même, elle est franco-libanaise. Ok. Ouais. Et j'ai une petite question qui peut peut-être du coup questionner certains. Est-ce qu'il y a un prix d'entrée ou est-ce que oui, il y a des conditions? Oui. Bah du coup c'est 6,50 le plein tarif. Ok. Traiteur inclus. Traiteur inclus. La bouffe. Peut-être un petit tips pour nous, mais bon, ça va. Et pour les étudiants, c'est 4 €. Ok, bon, bah voilà. Ça c'est bon à savoir. Ça, c'est cool. Donc c'est à la portée de tous, franchement, oui. venez. Bon bah c'est trop chouette. Est-ce que vous pourriez, je doute qu'il y ait des sceptiques encore pour cette soirée, mais convaincre les derniers avec 3 mots clés chacun? Oh, l'exercice. C'est toujours la petite question que j'aime bien poser. La pression, attends, convaincre en 3 mots. Incroyable. Ok, alors moi j'aurais dit immersif. Pas mal. Merci. Émouvant. Oh, j'allais le dire. Très joli. C'était mon mot. Et franchement. Et franchement. Voilà. Ça fait voilà. Et franchement, et c'est toi Marie qui complète. Non, original. Franchement. Original, je veux dire original. Des très jolis mots en tout cas. Ouais. Non, c'est ça. Je suis tout pareil. Tout pareil. Non, je rajouterai rien. Je pense que ça se suffit. Bon, je vous remercie infiniment d'être là du coup pour nous présenter votre soirée. Je vous rappelle, si jamais vous êtes arrivé un peu en retard, que du coup, il y a Memory Box lundi 18 mars à l'Utopia à 20h30 qui est suivi d'une rencontre avec Sabine Nasser et d'un apéritif libanais. Voilà. Ne nous quittez surtout pas parce que c'est l'heure du quiz et on va demander à Florent de se tenir prêt pour tout ça. Quel est ce savant, messieurs? Oui, savant de Marseille. Est-ce que Stevie est-il prêt? Je vais répéter la question. Oui, non. Oui. Oui, Frédéric, je ne sais pas. Quel est le prénom du Gnou? Ça s'installe dans le studio, c'est la folie. Alors, est-ce que t'es prêt? Ah, je suis prêt, toujours prêt, moi, c'est mon deuxième prénom. Le quiz de ce soir, il y a du monde autour de la table. On aura 3 équipes ce soir qui vont s'affronter. À ma gauche, nous avons Hugo et Gauthier avec Hugo, chef d'équipe. Okay. En face de moi, Simon et Oksana avec Simon, chef d'équipe, bien sûr. Et à ma droite, Ciné Campus, et vous êtes tous les deux chefs d'équipe, donc voilà, vous pourrez tous les deux vous concerter. La première question traditionnelle dans le quiz de The Cinema Show, il faut trouver le titre du quiz. Alors, souvent, le titre du quiz est une réutilisation des films dont nous avons parlé cette semaine. Donc cette semaine, nous avons parlé de Dune, deuxième partie, de Madame de Sévigné et de Black Tea. Alors soit il y a un mot qui est remplacé, soit il y a un mot où j'ai glissé quiz dedans. Voilà, ça peut on être part sur Black Quiz, nous. Black Quiz. J'aimerais dire quiz deuxième partie. Wow. Non. C'est pourri, ouais. C'est pour ça que j'ai envie de le dire. C'est à l'image du niveau de Saint-Etienne au foot. Putain, mais c'est vraiment du harcèlement. Madame de Sévigné Quiz. Oh, joli. Ah, j'aime bien. Non. Alors c'est pas la question la plus importante, donc allez-y. Balancez un truc. Balancez un truc. De toute façon, ça sera pas ça. Donc Black Quiz. Madame de Sévigné Quiz. Madame de Séville Quiz. Théogène Quiz. Le quiz de Sévigné. Le quiz de Sévigné. Alors c'était Madame de Cuisinier du coup, parce que ça ressemble un peu à cuisiner. On commence ce quiz par la musique de film. C'est question de rapidité. Le plus rapide donne la réponse. Dans quelle œuvre entend-on cette musique? Très profond. Quand on fait la Java le samedi à Broadway, ça swing comme La famille Bélier. La famille Bélier, bien joué. Très bien. La famille Bélier d'Éric Lartigot avec Karine Viard dans le rôle de la mère qu'on pouvait retrouver cette semaine dans Madame de Sévigné. Premier point pour Ciné Campus qui ouvre le bal. On passe à la en or ou en bois. Il faut retrouver les vraies infos des fausses parmi les propositions. Un remake de Twilight arrive et ce sera une série animée. Est-ce que c'est en or ou en bois? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Un remake de Twilight arrive et ce sera une série animée. On a la réponse. Ouais. Donc on dira en dernier. Donc on dira en dernier. En or. En or. Oui, en or. En or. Et c'est en or, effectivement. Et voilà, je n'ai pas plus d'infos.
Ça m'en met une. Deuxième en or ou en bois, grâce à un nouveau trailer dévoilé cette semaine, on a appris que c'est Kian Kojandi qui doublerait Garfield dans le prochain film Garfield, héros malgré lui. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est en or ou est-ce que c'est en bois? En or. En or. En or. En or. En or. Vas-y. Vas-y, en or. En or aussi, et c'était effectivement. Ça y est, pas de prise de risque ici. Effectivement, c'était en or. Voilà, je peux plus d'infos non plus. C'est plus cohérent. Le film, c'est vrai. Ça lui va bien. Troisième. C'est bien là, vous cachez là-bas. Troisième en or ou en bois, le classement des actrices-acteurs les mieux payés en 2023 est sorti, et c'est Margot Robbie que l'on retrouve à la première place avec 59 millions de dollars empochés l'année dernière. Est-ce que c'est en or ou en bois? Avec Barbie. Aucune idée. Ouais, Moi, pareil. Comme elle est productrice du film en plus. Bah, c'est vrai. Ça pourrait le faire. Mhm. Vas-y, en or. Ça me paraît incrédible. En or, Je dis en or. On est en or. En or aussi En pour or, Ciné-Campus. En or. En or, et c'était en bois. Ah, mais c'est qui? C'est Adam Sandler qui est à la première place. Toujours, en fait, toujours lui. Avec 73 millions de dollars remportés. À la fin de ce en or en bois, il y a 3 points pour Ciné-Campus et 2 points pour l'équipe de Simon et Oksana, 2 points pour l'équipe de Hugo et Gauthier. On passe au qui a dit. Je vais vous citer une citation de quelqu'un, question de rapidité. Il faut retrouver qui a dit ça. Le sujet des IA m'évoque des choses étranges. Denis Villeneuve? Non, du fait de ma propre opinion de ce qu'est la conscience. Coppola? Coppola, absolument. Francis Ford Coppola, parce que là on pourrait croire que c'est Coppola. Coppola, c'est compté, Coppola, qui donne son avis sur les IA, et on comprend pas tout ce qu'il dit, mais on l'aime bien quand même. Vous passez à 3 points, l'équipe de Gauthier et Hugo. On passe à la John Watson. John Watson, c'est question avec 4 choix. Il faut retrouver la bonne réponse. Enfin, c'est pas rapidité, c'est chaque équipe peut donner sa réponse. On a appris cette semaine que le chalet d'Anatomie d'une chute était disponible à la location sur Airbnb pour 90 € la nuit. Que ça? Mais parmi ces 4... Non mais ça m'étonne. Alors c'est une partie du chalet pour préciser. Bon, voilà. C'est pour ça. C'est là où il y a le meurtre, juste. Voilà, c'est pas tout le chalet. D'ailleurs, tu peux refaire le film avec tes potes et voir si est-ce qu'elle l'a vraiment poussé ou pas. Alors, je vais vous demander, parmi ces 4 maisons, laquelle n'est pas réservable actuellement sur Airbnb? La maison des McAllister de Maman, j'ai raté l'avion. La maison des Byers dans Stranger Things. Le chalet de Tony Stark dans Avengers Endgame. Ou la maison de Bella dans Twilight. Il y en a 3 qui sont réservables sur Airbnb, vous pouvez aller voir. Et il y en a une de ces maisons mythiques de cinéma qui n'est pas, et de série qui n'est pas réservable. Les Byers. Les Byers, pas réservables. Parce que j'ai déjà réservé, c'est pour ça qu'il est réservable. Ah oui, d'accord. Parce qu'il y avait la nuit. Plus de dispo. Peut-être d'un merde. Ouais, je sais pas. Je rappelle que la question vaut 3 points si vous êtes la seule équipe à trouver la bonne réponse. C'est déjà beaucoup de points. Elle est pas un peu pavillonnaire, la maison de Bella? Elle est pas ouf. Ouais, ça fait pas très. Je partirais pas en vacances. C'est un HLM en fait, c'est pour ça. C'est un studio, enfin. Il va me falloir une réponse. Vas-y, Bella. Bella, ouais. Bella, ici. Vas-y comme tu veux. Bon, la deuxième maison. Deuxième maison, celle des Byers, c'est celle des McAllister dans Maman, j'ai raté l'avion, qui a été dispo un jour en décembre en 2021 et depuis plus du tout. Bon, bah pas de point en plus. La question c'est qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle soit hors vente? Non, c'était juste ils ont fait un truc spécial. Et d'ailleurs, en parlant de truc spécial, on passe au quiz spécial de notre semaine. Et il est consacré à quelqu'un qui n'avait encore jamais eu en 6 saisons son quiz spécial. Il était à l'honneur cette semaine car il a composé la musique de Dune, monsieur Hans Zimmer. Bon allez, vas-y. Quiz spécial, Hans Zimmer. On commence par une question bonus à chaque équipe. Je donne un point si j'apprécie la réponse. Hugo et Gauthier, est-ce que vous aimez bien Hans Zimmer? Ça va. Ouais, j'aime bien. Bon, c'est les faillots, ça, donc je donne pas de points. Juste parce que c'est un quiz spécial, vous dites j'aime bien. Simon et Oksana, est-ce que vous aimez bien Hans Zimmer ou pas? C'est un nazi, c'est un allemand, donc... Alors, je vais essayer de te surprendre en fait. Non mais c'est un quiz spécial Hans Zimmer, donc essaye de mettre un peu du respect sur le nom. Ah ouais, mais Hans Zimmer c'est le best. Ciné-Campus, est-ce que vous aimez bien Hans Zimmer ou pas? Oui. Moi je me suis mis au piano pour lui. Ah, pas mal. Je suis allée voir un concert d'Hans Zimmer. Moi aussi. Ouais, c'est ça. Ouais, mais elle l'a dit avant. Ouais. Les arènes de Nîmes. Moi, c'est aux arènes de Nîmes. Voir le concert à l'extérieur de la salle, ça compte pas. Lucas, tu peux rajouter un point en plus pour Ciné-Campus. Voilà, je l'accorde. C'était la meilleure réponse des 3 de vous passer à 4 points. J'ai full menti. On commence avec le qui c'est cela. Je vais vous donner des noms de personnages. Il faut me retrouver le plus rapidement possible dans quel film se trouvent ces personnages. Jim et Lucius.
Jim et Lucius. Batman Begins, absolument. The Dark Knight marchait aussi, toute la trilogie marchait de Christopher Nolan avec la musique de Hans Zimmer. Et Jeff Newton Howard, mais bon. On passe de ses stagiaires quoi finalement. On passe au une réplique, un film. Question de rapidité. Pareil, dans quel film entend-on cette réplique? Et peut-être le brigand le plus redoutable de cette province. N'empêche que t'es radin comme un pou. Ah ouais. Mais comment tu t'en es sorti vivant? Non, mais je lui ai pas vraiment dit ça. Alors c'est la voix de qui? Mais je l'ai pensé. Non, dans ma tête. S'il avait pu lire dans ma tête, il aurait fait quoi? C'est un film d'animation. Ouais. Le monde de Nemo, non. Attends, film d'animation. C'est un humoriste français qu'on entend. Donjon Dragon. Tu parles, faudrait que vous goûtiez la soupe à l'ingrédient secret de mon père. Il y a La planète au trésor? Non, il y a un Ratatouille. Un nouveau volet qui va sortir bientôt. Kung Fu Panda. C'était la voix de Manu Payet, bien sûr. Kung Fu Panda et la musique C'est vraiment de la merde, Kung Fu Panda. Hans Zimmer. Arrête, mets du respect sur. Pardon. On passe au résumé raté. Je vais vous dire un résumé très raté d'un film. Il faut me dire le plus rapidement possible de quel film je parle. Ce film possède dans son casting Marina Foïs. Le résumé pourrait s'arrêter sur cette belle info, mais continuons. C'est l'histoire d'un voyage... Une grande année ? Non. C'est l'histoire d'un voyage en Antarctique qui ne se déroule pas tout à fait comme prévu. En tout cas, une fois que les personnages arrivent là-bas, ils trouvent ça nul. Mais ce ne sont pas les personnages principaux du film, de toute façon. Les personnages principaux veulent aussi voyager, mais hors de leur quotidien un peu enfermant. Les pingouins à Madagascar ? Ce sont des stars... Madagascar 3, les pingouins. Madagascar 3 Ce sont des stars, certes, mais... Madagascar 2, Madagascar Madagascar, ouais. C'est pour Simon, c'est bien sûr. J'étais surpris, les pingouins. Oui, non, mais ok. Je sais pas pourquoi. Les pingouins. Pourquoi je gigue au spin-off direct? Et Madagascar avec la musique de Hans Zimmer. Donc, à la fin après ce résumé... Est-ce que t'as fait les pires BO de Hans Zimmer ou pas? Après ce résumé raté, il y a 4 points pour chaque équipe, c'est magnifique. On passe au jeu des synonymes. Question de rapidité, j'ai remplacé tous les mots d'un titre par des synonymes pour retrouver de quel film je parle. Une barre de couleur pourpre. La couleur pourpre. Une barre de couleur pourpre. Barberousse. Non, une barre de couleur pourpre. Une barre. Un trait de couleur pourpre. La ligne verte, la ligne rouge. La ligne rouge, tout ça. La ligne rouge de Terrence Malick. Absolument. Très bonne. Vous passez à 5 points. Ah ouais, bah oui, très bonne pub. Très bonne pub de GMF aussi. Ouais, de toutes les bandes annonces. On passe au Merci le Québec. Je vous donne pareil, titre québécois d'un film pour trouver le film dont je parle. Question de rapidité encore une fois. L'homme de la pluie. Rain Man, oui, bien sûr. C'est simple, On savait que ça allait vite. Allez. Ça fait 5 points pour l'équipe de Simon, 5 points pour l'équipe de Hugo et 4 points pour Ciné Campus. On passe au sacré film. Ça va être chaque équipe votre tour de répondre. On va parler des Oscars et des multiples nominations de Hans Zimmer. Je vais donc vous citer des longs métrages et il faudra me dire si ce film a été nommé. Il a été nommé aux Oscars ou pas nommé aux Oscars pour la meilleure musique. On commence, Hugo et Gauthier, par vous. Pearl Harbor, nommé ou pas nommé? Nommé, ouais. Non, pas nommé. Le Dernier Samouraï. Nommé ou pas nommé? Nommé, ouais. Non, pas nommé. Ouais. Thelma et Louise. Nommé. Non, pas nommé. Donc pas de point en plus. Wow. Simon et Oksana. La chute du faucon noir. Nommé? Non, pas nommé. D'accord. The Dark Knight. Pas nommé. The Dark Knight. Pas nommé. Nommé. Non, pas nommé. Il n'y a que des pas nommés, c'est terrible. En plus, je voulais faire pas nommé la première et tout. Sherlock Holmes. Pas nommé. Si, nommé. Il était nommé. Ça me rassure, Ciné Campus, il faut sauver l'honneur comparé à eux. Rain Man. Pas nommé. Ils ont des faciles. Si, c'était nommé. Blade Runner 2049. Pas nommé. Pas nommé, absolument. Et Dunkerque. Nommé, absolument. Vous passez à 6 points devant les autres équipes à 5. On passe au pas tourné. Question à choix multiples. Comme tout à l'heure, laquelle de ces actrices-acteurs n'a jamais tourné dans un film dont la bande originale est signée par Hans Zimmer? Tom Hanks, Jennifer Lawrence, Denzel Washington, Halle Berry ou Timothée Chalamet, vous savez, l'acteur principal de Dune, film mis en musique par Hans Zimmer. Lequel n'a jamais tourné dans un film? On va les voir à l'écran ou pas? Je sais pas si on va pas les voir à l'écran. Okay. Je les répète donc: Tom Hanks,
Jennifer Lawrence, Denzel Washington, Halle Berry ou Timothée Chalamet, mais bon. Lequel n'a jamais tourné dans un film dont la bande originale est signée Hans Zimmer? Je sais pas pourquoi d'instinct je dirais Denzel Washington, mais je sais vraiment pas pourquoi. Moi aussi je pensais à lui, mais. Pareil, moi je pensais à lui Il va aussi. me falloir une réponse. Bah nous on dit Denzel Washington. Denzel pour Ciné Campus. Denzel aussi à gauche. Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence, et non c'était Halle Berry. Le seul que je savais pas qui c'était. Tom Hanks, David Chicot, Jennifer Lawrence, X-Men Dark Phoenix, Denzel Washington, USS Alabama et Halle Berry, rien. On passe au casting 5 étoiles. Question de rapidité, je vous cite le casting d'un film. Il faut retrouver de quel film je parle. Ruth Negga, Paul Giamatti, Brad Pitt. The Amazing Spider-Man 2 Non. Benedict Cumberbatch, Paul Dano, Cheval de guerre. Sarah Paulson, Lupita Nyong'o, 12 Years a Slave. 12 Years a Slave, absolument, de Steve McQueen avec la musique de Hans Zimmer. Nouvelle. Bénédicte était notre rôle. Ouais. Nouvelle question musique de film. Dans quel film? Question de rapidité. Dans quel film peut-on entendre cette musique? Pierre des Caraïbes. Non. Inception. Non. Ah, Le Roi Lion. Le Roi Lion, absolument. C'est un des rares que j'aurais pas pu avoir. Et avec la musique de Hans Zimmer pour laquelle il a reçu un Oscar. On arrive au duel time et donc je rappelle les scores. Ciné Campus avec 7 points, Simon et Oksana avec 6 points et Hugo et Gauthier avec 5 points. Donc Ciné Campus, vous allez pouvoir choisir votre thème, le thème de votre question. Le duel time, c'est 4 points si vous avez la bonne réponse. Okay. Et si vous avez la mauvaise réponse, vous perdez 4 points. Oh non. Vous avez le choix entre 3 questions. La question jouer, la question compter ou la question perdre. Jouer, compter ou perdre. Et c'est eux qui nous donnent les thèmes après? Non, on fera. Non, chacun après vous choisirez et Hugo et Gauthier auront le dernier. Ah yes. Compter les maths. Jouer, compter ou perdre? Compter. Compter. Très bien, c'est sûrement la pire question. Non, alors jouer. Comptez trop tard. Laquelle de ces affirmations est vraie? Hans Zimmer a fait autant de musique de film qu'il existe de races de chiens. Wow. Il a fait autant. Oh là là, cette question. Il a fait. Attention. Il a fait autant de musique de film qu'il y a d'années qui nous séparent de la naissance de Louis Lumière. Il a fait autant de musique de film qu'il y a de minutes dans le film Le Parrain, où il a fait autant de musique de film qu'il y a d'étages au Burj Khalifa. Je t'imagine bien chercher. Ouais, j'ai galéré. Vous avez des propositions si vous voulez. J'ai galéré. Il n'y en a qu'une seule qui est vraie. Il n'y en a qu'une seule qui est vraie. Il a fait autant de musique de film qui existe de race de chiens, que l'âge de Louis Lumière s'il était encore vivant, que le nombre de minutes dans Le Parrain ou le nombre d'étages au Burj Khalifa. Bon courage. Ouais, là on est au pied. Ouais. En plus, ça fait une très grande fourchette. C'est clair. Il y a combien de tours au Burj Khalifa? Il y en a beaucoup. C'est la plus grande tour. Bon, je vous dis Burj Khalifa. Attends, on se met d'accord. 2 secondes. Non, c'est l'avenir de Ciné Campus qui est en jeu. Bon, vas-y. Je me dédouane de toute responsabilité. Ouah, non. Il va me falloir une réponse. Donc, Burj Khalifa. Ok, Burj Khalifa. Burj Khalifa, c'est noté. Simon Oksana, donc il vous reste jouer ou perdre? C'est moi qui réponds, c'est ça? Ouais. Bah, jouer. Jouer. Laquelle de ces licences de jeux vidéo n'a jamais eu l'un de ses opus mis en musique par Hans Zimmer? Call of Duty, Assassin's Creed, FIFA ou Spyro? Assassin's Creed. Assassin's Creed, c'est noté. Hugo, il te reste la dernière question. Malheureusement, la question perdre. C'est marrant. C'est marrant. Parmi ces 4 films dont la bande originale est signée Hans Zimmer, lequel est le moins bien noté sur Sens Critique? Lone Ranger, The Amazing Spider-Man 2, Gang de requins ou Mission Impossible 2? Lequel est le moins bien noté? En vrai d'instinct. C'était hard quand même. En vrai d'instinct, Gang de requins. Gang de requins, C'était hard comme quiz. C'est noté. Ouais, c'était chaud. Là, c'était abusé. C'était Hans Zimmer plus. Hans Zimmer animation en plus, pas mal. Ciné Campus, c'est le nombre d'années qui nous sépare de la naissance de Louis Lumière. Je vous montrerai après les réponses, c'était encore plus bâtard que ça. Donc vous perdez 4 points et vous retombez à 3 points. C'est pas fini, vous pouvez encore gagner. Hugo, je préfère te dire tout de suite, c'est Mission Impossible 2 qui a la plus mauvaise note sur Sens Critique. Donc vous perdez 4 points et vous retombez à 1. Simon. Pour le dernier, je suis sûr pour Call of Duty et FIFA. Ouais. Et c'est entre les deux qui est resté que. Moi je vous dis tu avais raison, c'était Assassin's Creed. Jamais mis en musique. Vous passez à 10 et vous remportez ce quiz. Félicitations. Bravo.
T'as un peu le seum qu'on ait gagné, non? Un petit peu. Je croyais tellement au Ciné Campus qui a fait un beau parcours. Bravo à vous. Bravo. C'est dommage. Et ben, on passe tout de suite aux petites recos de l'équipe. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Toutes les semaines, les chroniqueurs et moi-même, nous faisons part d'un coup de cœur, plus ou moins lié au cinéma. Du coup, on commence le petit tour de table et on va commencer avec toi, Florent. Toi là-bas. Donc moi je recommande rapidement Les Coursiers Montpelliérains. C'est un site qui permet de remplacer en fait les habituels Deliveroo et Uber Eats. Oui, c'est premier degré. Parce que en fait ces applications ont tendance à payer les coursiers à la course justement, et donc là c'est vraiment des employés, donc c'est un peu moins exploitant en fait, c'est plus responsable. Donc si vous voulez vous faire une bonne bouffe ce soir, vous avez la flemme de cuisiner, plutôt Les Coursiers Montpelliérains, voilà, vous trouvez tout sur internet plutôt que les applications d'habitude. Merci pour l'information plutôt utile. Gauthier, je passe après à toi, Hugo. Je voulais parler du film Démon de Lamberto Bava. Le réalisateur, c'est le fils de Mario Bava. C'est beaucoup moins poétique que ce que fait son père, mais moi ça me fait rire parce que c'est très gore. C'est l'histoire d'une séance de cinéma où le film qui se passe, mais ça se passe aussi dans la vraie vie, il y a des démons qui débarquent. Ça me fait rire, c'est un peu nanar, mais voilà. En tout cas, tu l'as très bien vendu. Hugo? Moi j'ai détesté le film, pourtant je vais vous parler du roman, puis Argyle. Du coup, le film n'est pas une adaptation du roman. Parce que c'est compliqué. Voilà, non, en vrai c'était très cool, c'était un meilleur film de Matthew Vaughn que le film du coup. C'est un peu gore, c'est très visuel comme roman, et moi j'aime beaucoup parce que ça m'aide beaucoup à m'accrocher. Et je sais que apparemment du coup ce roman va être directement adapté au cinéma. On sait pas par qui, mais probablement par Matthew Vaughn. Donc du coup j'ai un peu envie de le voir parce que les personnages sont bien mieux écrits, sont bien mieux intéressants, l'histoire est un peu plus drôle, un peu plus politique. Donc vas-y, fonce Matthew. Et toi Simon? Moi je vous recommande l'album de Blossom, c'est un jeune artiste français qui s'appelle OK Romance et qui est sorti il y a 2 semaines. C'est assez pop, et c'est vraiment bien, et en fait il raconte l'histoire de son ex qui l'a plaqué, et donc comme je le disais dans la récolte, son ex a bien fait de la plaquer parce que ça donnait un super album. Voilà. Et il y a une chanson, il chante en anglais, mais il y a une chanson en français qui est vraiment excellente qui s'appelle Zéro Réponse aussi, donc non, un gars à suivre. Et je terminerai du coup sur l'événement créé par l'Ultraviolette qui a lieu du coup le 8 mars pour l'occasion du 8 mars. Toute la journée, il y a des manifestations qui sont organisées un petit peu partout et on s'invite le soir vers 18h à se rejoindre vers le quai du Verdançon. Toutes les informations sur le compte Instagram l'Ultraviolette. Vous avez des chants féministes, des lectures possibles à venir écouter, à venir partager. Vous avez aussi une soirée DJ tout en musique. Donc si vous savez pas trop quoi faire le 8 mars mais que vous avez envie de fêter toutes les petites avancées qui sont des grandes réussites dans ce monde, voilà, l'Ultraviolette. On n'oublie surtout pas la projection qui est faite par Ciné Campus. Mais ils vont nous la dire, ils vont le faire eux-mêmes, c'est leur travail là. Allez-y. C'est quand? Horrible. Alors c'est le 18 mars 2024, donc lundi, pas celui-là mais dans 2 semaines à 20h30 à l'Utopia. C'est ça, et surtout, du coup, les informations, vous pouvez les retrouver sur le Facebook, dédicace à Madame Alamand, qui a insisté, mais aussi sur l'Instagram, voilà, donc c'est Ciné Campus. Et pour appeler les tarifs, donc c'est 6,50€ pour toute personne extérieure à la fac, 4€ pour les étudiants, et voilà, et vous êtes les bienvenus. N'oubliez pas qu'il y a l'apéro libanais quand même. Tout ça. Et aussi, on n'oublie pas le petit jeu concours organisé par du coup l'émission sur le compte Instagram qui se termine dimanche. Il y a un petit truc à envoyer pour la fin. J'ai pas du tout fait ma conclusion. Du coup, je vais faire ma conclusion comme ça dans le chaos, comme on a commencé. Je referme ce 24e épisode de 25e. 25e de The Cinema Show. C'est la saison 6, donc merci à tout le monde d'être là. Merci. C'est la saison 3. Mais non, je rigole. La terreur dans ma voix. Non, mais merci du coup à Ciné Campus, merci à vous deux. Merci vous deux là-bas sur le canapé. Merci à Florent, Gauthier, Hugo, Simon et tout le monde derrière que j'oublie toujours de citer, c'est-à-dire Lucas, Max et Yanis pour ce soir. Et si l'émission vous a plu, je vous invite à venir nous suivre. N'hésitez pas à nous suivre du coup sur Facebook, Instagram, Twitter, ainsi que YouTube et toutes les plateformes de podcast pour retrouver les replays des émissions. La semaine prochaine, ça sera à nouveau Simon juste à côté. Non, ce sera Marie. Mais pourquoi tant de haine sur les informations ce soir? Parce qu'elles sont fausses.
Bon, moi, ça sera Marie, du coup. T'as animé au niveau de Madame Sévigné ce soir. Oh, waouh! Ça, J'ai c'est mal. méchant, ça. Ça, c'est très méchant. Du Je coup, battu. je vais faire la femme forte et dire juste que vous aurez 2 films à voir la semaine prochaine. Voilà, Boléro d'Anne Fontaine et 14 jours pour aller mieux d'Édouard Pluvieux. C'est un conseil pour moi, ça, du coup. Émission spéciale cérémonie des Oscars et pas des Césars. Donc, je vous Et il y souhaite... aura aussi une interview de Édouard Pluvieux et Maxime Gasteuil. Ça marche. Autour du film. Tu veux finir peut-être? Non, je te laisse. D'accord. Je vous souhaite ainsi une belle soirée. Je vous laisse sur un son de 2016 qui s'appelle Phil de Post Malone et Kehlani. She talking the noise, take it all in with the dawn. Oh, I talking the phone. After we fucking them on, she wake up, she wearing my clothes. She always be calling my phone, she always be stealing my clothes. Yeah. Asking me how does it feel when you know you go buy at the store. Yeah. I'm bending it down to the floor. Yeah. I'm dropping the phone on the phone. Yeah. I came a long way on my own. Yeah. I'm doing this shit on my own. Yeah. I don't give a fuck what I'm told. Yeah. I came a long way on my own. Yeah. Like her pussy made out of gold. Yeah. I swear her pussy owning my soul. She got that sauce, yeah. 4 days, 100,000. Forever like a diamond. She bring me back to life. Yeah. I'm so fly, I'm Martian. Quit talking all that nonsense. I'm just trying to fuck you till you don't know nothing. I cross my T's and dot my I's, yeah, I'm for real. He hold me down, that's my shield. He buy whatever, he know the drill. Don't need no pill. He whispered in my ear and told me, feel. You love that I say what I feel. You feel what I say cause it's real. You couldn't forget. I never changed up on my set and I only make calls to collect. That's why we connect. We can go half on a jet. Baby, we on to the next. Fuck all the stress. Fucking with bitches who's new to the game when you got you a vet. I know you like it when I act like I'm still shy. Then turn around and put that thing in overdrive. I'm down to ride. I'ma keep you on my shoulder. Cause every cold nigga need a bit that's 10 times colder. I cross my T's and dot my I's, yeah, I'm for real. He hold me down, that's my shield. He buy whatever, he know the drill. Don't need no pill. He whispered in my ear and told me